l'intervention de nos intervenants que je vais vous présenter, puis une partie débat sur laquelle nous ouvrirons le débat avec vous et nous tenterons, et nos intervenants tenteront de répondre le mieux possible à vos interrogations. Les deux parties seront d'une durée à peu près équivalente. On va essayer de tenir 50 minutes pour les présentations et plutôt 1 heure pour le débat avec vous. Qui sont nos intervenants? Alors, vous m'autorisez à vous tutoyer, Barbara Gomez est là, conseillère donc à la mairie de Paris, et elle est en charge de l'encadrement des loyers, c'est un point qu'on va forcément évoquer, évidemment, des plateformes locatives, ça c'est un point sérieux aussi que nous allons aborder, et de la protection des locataires, ce qui est une demande récurrente chez nous à Toulon. Donc Barbara, merci et bienvenue. Audrey Gation est donc adjointe à la mairie de Marseille. Elle est en charge de la politique de la ville et présidente de Marseille Habitat. Vous pouvez imaginer évidemment la somme des responsabilités qu'elle assume. Nous aurons en visio Nicolas, je ne sais pas s'il est avec nous déjà, et s'il nous entend, Nicolas Blin, donc, qui est adjoint au maire, et je vais essayer de ne pas écorcher le nom de la ville, alors d'Oustaritz. Père, tu me corriges si jamais je me plante, mais je crois que j'ai bien dit. Voilà, et il est membre évidemment d'un collectif qui s'appelle Airbnb, se loger au pays. Pour notre conférence débat, on va appliquer quelques règles simples. Bien entendu, la parole est libre. Vous prenez la parole pour autant que vous le souhaitez. Par contre, ayez la gentillesse de prendre de façon rapide et courte la parole pour qu'il y ait un maximum, évidemment, d'échanges qui puissent avoir lieu et donc de travailler sur des questions courtes. On distribuera le micro au fur et à mesure. Christophe est là, évidemment. Et puis, André, d'ailleurs, je vais vous présenter, pour ceux qui ne les connaissent pas, nos 2 autres conseillers municipaux, avant de vous présenter Magali, qui va présider évidemment cette conférence débat. André Deubeda, vous le connaissez, qui ne le connaît pas, évidemment, fanat du Sporting. Philippe Leroy, le rêveur de l'équipe. Et bien entendu, Magali Brunel, notre tête de liste, qui sera notre première intervenante, puisque c'est elle qui va ouvrir le débat. André, tu auras la gentillesse de servir de modérateur et de veiller à ce que les questions soient courtes. Alors, on va introduire par rapport à nos 2 premiers débats. On a eu déjà une conférence débat sur le transport, on a eu une conférence débat sur la culture, aujourd'hui donc sur le logement. On va introduire une petite différence par rapport à nos débats précédents. C'est que après l'intervention de l'une ou l'un de nos intervenants, vous pourrez poser 2 petites questions flash, voilà, en réaction immédiate à ce qu'aura dit l'intervenant. Et puis après, donc, avant que le suivant prenne la parole. Alors Magali, merci de présider. Et puis on sait que sur les questions de logement à Toulon, tu es totalement investi. Donc c'est à toi de jouer. Merci. Alors, quelques mots, mais vraiment quelques mots, pour planter le décor et pour essayer de mesurer en quoi cette question du logement est tellement cruciale à Toulon et dans TPM. D'abord, c'est une difficulté dont nous parlent tous les habitants. Chaque fois que nous sommes à la rencontre des habitants, dans les marchés, à la sortie des écoles, dans les entreprises, la question du transport et du logement reviennent systématiquement comme étant une difficulté à Toulon. Et pourtant, cette difficulté n'est pas aujourd'hui prise en charge par la municipalité. C'est un sujet délaissé et souvent on nous dit c'est pas nous, c'est pas nos affaires, on ne peut rien faire. Alors que pourtant c'est un sujet structurant, le logement. C'est un sujet qui touche tous les aspects de la vie et de la ville. Il concerne bien sûr l'urbanisme, il concerne aussi la transition écologique et la question des logements et de la protection énergétique notamment, la question de la relation du bâti aux espaces naturels, celle de la pauvreté, de la lutte contre la pauvreté et les inégalités bien sûr, et puis celle du vivre ensemble, y compris le sujet de la sécurité. C'est donc un sujet crucial, structurant, et c'est pourquoi, bien sûr, nous souhaitons nous y atteler. Un chiffre pour démarrer. Quels sont les problèmes liés au logement et quels sont les repères qu'on peut se donner? Eh bien, un chiffre en 2024
Sur le Var, 31 000 personnes ont fait une demande d'accès aux logements sociaux. Et près de 10 000 personnes ont fait une demande de changement de logement social. C'est un chiffre emblématique pour dire à quel point le sujet est crucial. Sauf qu'on ne va pas seulement regarder les choses par le prisme du logement social. En réalité, le problème du logement, c'est d'une part qu'il y a trop peu d'accès au logement social. On l'a dit, 42 000 demandes dans le Var. C'est aussi qu'il n'y a pas en face assez de construction et de réhabilitation. 142 logements ont été mis en chantier en 2024. C'est rien. Pas non plus de possibilité de gérer un parc social de manière saine et de manière efficace. Par exemple, un seul chiffre, il y a moins de 7% de rotation dans le parc social à Toulon. Pas non plus de solutions et donc des habitants qui n'arrivent plus à se loger dans la ville de Toulon et qui sont obligés de partir, notamment les jeunes ménages, parce que les loyers augmentent, les charges augmentent, et je ne parle pas de la situation à la Beauguerre des 2 dernières années avec des charges complètement folles. Et donc des jeunes et des familles, des jeunes couples qui quittent Toulon parce qu'ils ne trouvent plus de logement accessible. La question, c'est aussi le logement privé dégradé. Un exemple, celui de Pontcarral, qui est peut-être emblématique à Toulon. À Pontcarral, non seulement on a des problèmes de logement dégradé, mais ça concentre les difficultés. Pontcarral, c'est 62% de pauvreté. Quand on regarde en face les 20% à Toulon qui sont déjà énormes. Et enfin, eh bien, le droit à des espaces naturels, eh bien, à Toulon, les pauvres espaces naturels qui nous restent, par exemple, à Saint-Jean-du-Var, dans un espace qui est ultra urbanisé, eh bien, la mairie a un projet pour diminuer et amputer ce parc. Alors, il y a des solutions politiques face à ces nombreux problèmes de logement, et les solutions, c'est par exemple de mettre à plat un système de gestion HLM qui aujourd'hui est inefficace. Il y a des études qui nous disent qu'il y a une réserve pour construire des logements sociaux, une réserve importante dans le bâti existant, qu'il faut rénover, qu'il faut reconsidérer par le biais du logement. Il y a des solutions pour limiter des locations touristiques intensives, et on va en parler, et également pour encadrer les loyers. Des solutions aussi pour exiger des espaces verts à moins de 300 mètres pour chaque habitant toulonnais. Et puis, des choses à faire aussi du côté de la démocratie participative des locataires pour que les associations de locataires d'abord soient transparentes, et je ne vise personne, mais aussi qu'il y ait des moyens d'action véritables pour ces associations de locataires. Et puis, bien sûr, il faut soutenir la réhabilitation et, si c'est nécessaire, proposer des réhabilitations. Alors, ces solutions-là, eh bien, nos collègues marseillais, parisiens, nos collègues du Pays Basque, eh bien, ils s'y sont confrontés et ils ont réussi. Ils ont des exemples qui vont nous inspirer. Ils ont fait face à ces mêmes problématiques et ils ont trouvé des solutions, parce qu'en réalité, la puissance publique, elle peut changer les choses. Et donc, je vais tout de suite leur passer la parole, et je vais commencer par laisser la parole à Audrey. Merci beaucoup. Et moi, je vais vous parler du coup de l'exemple marseillais, et je vais vous parler de Marseille Habitat que je préside depuis 2020, qui est en fait le seul outil qui reste à la ville de Marseille, puisque les autres outils sont des outils métropolitains, ils sont passés à métropole, et on a fait en sorte que Marseille Habitat reste à la ville. Alors, je vais faire ça moi-même, non? Oui, je peux. Bon. Oui, c'est bon. Alors, l'idée, c'était voilà, de vous faire un petit peu un historique et le diagnostic de l'habitat indigne à Marseille, puisque c'est un sujet qui a été majeur. Et on a eu d'abord le rapport Nicole en 2015,
qui avait été commandé par la précédente majorité municipale, par la droite, qui n'en a absolument pas tenu compte. Mais le rapport Nicole indiquait déjà les choses, puisqu'il indiquait qu'il y avait 40 000 logements indignes à Marseille et qu'on avait une situation, notamment dans le centre-ville de Marseille, qui était assez catastrophique sur des immeubles anciens très dégradés. Évidemment, il y a eu le 5 novembre 2018 le drame des effondrements de la rue d'Aubagne, qui a encore plus mis le projecteur sur ce qu'avait déjà dit le rapport Nicole, parce qu'il faut savoir que les immeubles de la rue d'Aubagne étaient déjà dans le rapport Nicole. Et au final, on s'est retrouvé, lorsqu'on est arrivé en 2020 aux responsabilités à la ville de Marseille, avec évidemment ce sujet. On avait deux sujets prioritaires, qui étaient d'abord le sujet des écoles, puisque en 2016, Libération titrait les écoles la honte de la République à Marseille, et parce que l'état des écoles du bâti scolaire était dans un état absolument catastrophique, et on avait évidemment cette question du logement, et notamment du logement indigne. Il faut savoir que le logement indigne, c'est essentiellement des copropriétés, on parle de copropriétés dégradées, parce qu'au final, les logements avec les bailleurs sociaux, c'est quand même, on a quand même, et même la ville a quand même plus de facilité à travailler avec un bailleur social. On a une personne unique quelque part, et on peut avoir un interlocuteur unique, et on peut travailler à la meilleure gestion du parc social. Quand on est dans le parc privé, c'est toujours très très compliqué, puisqu'on a une multiplicité d'interlocuteurs, puisqu'on est sur des copropriétés, et on voit qu'à Marseille, on a un tiers des copropriétés qui sont fragiles, et on a aussi surtout cette réflexion sur propriétaires bailleurs ou propriétaires occupants, puisque lorsqu'on a une grande majorité de propriétaires bailleurs, l'entretien et l'attention sur la copropriété n'est pas forcément la même. Et on a au final aussi dans la ville, sur ces copropriétés, deux grandes catégories de copropriétés. Les grandes copropriétés dégradées, où on va avoir des problématiques notamment évidemment de charges qui explosent, d'entretien, d'ascenseurs, de chauffage, et aussi à Marseille, parce qu'on peut avoir sur les grandes copropriétés aussi de grosses problématiques de réseau de narcotrafic qui sont surajoutent aux problématiques de ces copropriétés dégradées. Et on a aussi les petites copropriétés du centre-ville, dans les immeubles anciens, où il y a eu un mauvais entretien, et on a des immeubles qui sont fragiles structurellement, parce qu'en fait, on va dire que, notamment, alors malheureusement c'est souvent des dégâts des eaux récurrents et non réparés qui vont fragiliser la structure de l'immeuble, et notamment son système de poutres. On a bien sûr, donc, face à ce diagnostic, une de nos priorités à la ville de Marseille, ça a été de se mobiliser, même si la compétence logement à Marseille est métropolitaine, on a tenu à avoir une mobilisation entière de la ville, parce que très clairement, on était face à un sujet qui concernait les Marseillaises et Marseillais, et qui avait aussi été un vrai traumatisme à la ville de Marseille, puisque voilà, les effondrements à Marseille ont été vraiment un vrai traumatisme dans toute la ville. D'abord, lutter contre les marchands de sommeil. On est à plus de 160 articles 40. La ville est partie civile systématiquement contre les marchands de sommeil. On a fait condamner déjà 18 marchands de sommeil. C'est vraiment une lutte qui est une des priorités aussi du maire de Marseille, de dire qu'on ne peut pas laisser prospérer ces prédateurs de la misère, et qu'il va falloir absolument lutter contre ces marchands de sommeil qui justement se développent sur la précarité des habitantes et habitants. Faciliter aussi le signalement et l'aide proposée aux locataires. On a une plateforme unique de signalement avec l'État qui s'appelle Histologe. Lorsqu'un locataire est dans un habitat indigne, il peut le signaler. Alors des fois, il a peur aussi de le signaler, parce qu'il a peur de représailles de son propriétaire. On essaie de l'accompagner au mieux, et aussi en tant qu'outil de la ville, des fois, même si ce n'est pas notre part, on peut aider des locataires du parc privé à faire des signalements Histologe. C'est aussi quelque chose qu'on peut proposer. Et évidemment, une logique partenariale pour une mobilisation coordonnée. On a fait les états généraux du logement, parce que vraiment, c'est dès le début du mandat, et on le fait tous les ans, parce que c'était vraiment une problématique qu'on voulait prendre à bras-le-corps, et coordonner tous les acteurs, puisqu'on avait au final des acteurs qui faisaient chacun un peu leur travail dans leur coin, mais on manquait vraiment de coordination, et il y a eu un nouvel outil qui a été aussi créé par l'État, qui est la SPLAIN, la Société publique locale d'aménagement d'intérêt national, qui a été créée suite aux effondrements de la rue d'Aubagne, puisque vraiment la SPLAIN est une émanation de ce que l'État s'est vraiment rendu compte qu'on était sur une situation qui devenait vraiment hors de contrôle sur le centre-ville de Marseille, et où il y avait un chantier monstrueux et qu'on n'allait pas y arriver si on n'avait pas un outil spécifique. Et donc il y a cet outil qui a été créé pour pouvoir faire
plusieurs immeubles et souvent des éléments de rue, hein, vraiment prendre pratiquement des parties entières de rue. Sur Marseille Habitat, pour vraiment faire un focus sur Marseille Habitat, qui est donc l'outil municipal de la ville de Marseille, l'objectif a été évidemment déjà de réhabiliter notre propre patrimoine, puisqu'on a un patrimoine notamment dans le centre-ville et on a beaucoup de patrimoine aussi dans les quartiers nord et dans le centre-ville. Et donc c'était de faire un diagnostic sur tout notre patrimoine pour que déjà au niveau des logements sociaux, on soit irréprochable évidemment le plus possible. On a aussi, on est rattrapé sur les sites, mais on a aussi fait, on fait aussi un travail important de recyclage d'immeubles en péril dans le cadre de l'éradication de l'habitat indigne, qui est une concession que nous portons, où là on rachète lot par lot des immeubles qui nous sont fléchés pour en avoir la maîtrise foncière totale, pour ensuite pouvoir les proposer et en faire des logements sociaux. Alors c'est pas forcément Marseille Habitat ensuite qui en fait des logements sociaux, des fois c'est proposé à d'autres bailleurs. D'ailleurs, on a eu un article le 27 mai dans la Marseillaise sur 7 immeubles du centre-ville qui sont à recycler au titre du logement social. Et évidemment, on a aussi une action volontariste et emblématique sur des grandes copropriétés dégradées. Et là, je voulais vous parler de Calisté, qui est une grande copropriété dans les quartiers nord. Alors là, vous voyez le bâtiment G, copropriété des années 60. Alors Calisté, ça veut dire la poubelle. Alors malheureusement, elle a perdu un peu de sa superbe. Cette copropriété, il y a eu un plan de sauvegarde, il y a aussi une concession d'aménagement de l'ANRU. Et là, notamment, depuis 2020, on s'est concentré sur la maîtrise de ce bâtiment G, qui est un grand bâtiment donc de 129 logements. Alors, comme je disais, c'est R plus 11, plus 12, plus 13, parce que l'immeuble est en pente, donc il n'y a pas le même nombre d'étages qu'on parte d'une cage d'escalier à l'autre. Et en 3 ans, on a maîtrisé plus de 100 logements. Pour justement accélérer très fortement cette maîtrise foncière, parce que l'objectif est à la fin de démolir ce bâtiment pour reconfigurer tout le quartier. Mais là aussi, on est dans le cas où il y a plusieurs copropriétés, puisqu'il y a bien sûr plusieurs bâtiments, il y a 9 bâtiments en tout. Il y en a certains il y en a déjà 2 qui ont été démolis, ce troisième sera démoli, on pense fin d'année, début d'année prochaine. Mais l'objectif, c'est aussi de faire en sorte que le reste de la copropriété vive bien et que les autres bâtiments vivent bien. Et là, Marseille Habitat a des appartements dans les autres bâtiments pour voir un petit peu ce qui se passe et pour contrôler avec les AG que tout se passe bien et que les copropriétés puissent être redressées et les travaux puissent être votés. On est aussi au service du territoire avec des projets un peu innovants. Là, on prend l'exemple de rue Bernard Dubois. C'était un ancien bâtiment de l'État qui abritait des bureaux de la DDE qui a fait l'objet d'une occupation temporaire qui s'appelait Coco Belten, où il y avait une cantine sociale et solidaire, où il y avait un CHRS et où il y avait des locaux associatifs. On va continuer, on a racheté ce bâtiment à l'État, on va continuer en fait dans le même esprit que le projet d'occupation temporaire, en ouvrant bien sûr ce projet sur le quartier. Donc on garde le CHRS, on garde la cantine sociale et solidaire, on garde les locaux associatifs, mais en plus on va rajouter 15 logements sociaux plutôt de grande typologie, parce qu'à Marseille il manque des grandes typologies pour loger les familles. On a beaucoup de logements sociaux de petite typologie T2, T3, mais nous il manque des très grandes typologies, puisqu'il y a des très grandes familles. Et on va aussi, en plus, oui, il y avait aussi un CHRS, pardon. Il y avait aussi un centre d'hébergement dans le projet d'occupation temporaire. On garde aussi le CHRS et on rajoute un accueil de jour pour femmes, pour en faire vraiment un lieu très très complet et très ouvert sur le territoire. Et pour aller plus loin dans l'action contre l'habitat indigne, qu'est-ce qu'on peut faire de plus que donc racheter des immeubles, qu'il y a dans des copropriétés? La Marseille Habitat, on lance cette année un syndic social et solidaire, parce que, un syndic social on va dire, parce qu'en fait l'objectif, on s'est rendu compte que ces copropriétés, il y avait aussi une problématique de syndic qui est très très forte, de syndic qui arrivait mal à gérer les copropriétés, notamment ces petits immeubles du centre-ville, parce que c'est pas très rentable pour un syndic de les gérer, et qu'au bout d'un moment, en fait, il laissait au final péricliter les immeubles, et que là, on se retrouvait, nous, à devoir les récupérer dans le cadre d'éradication de l'habitat indigne. Donc on s'est dit, si on peut anticiper les choses et être en amont et pouvoir faire en sorte que les immeubles ne déclinent pas et ne se retrouvent pas en habitat indigne, ça serait peut-être plus intéressant, et c'est pour ça qu'on lance ce syndic pour justement ces petits immeubles que les syndics désertent, parce que très clairement, même, on le voit, hein, voilà, comme ça ne rapporte pas, ils veulent pas s'y intéresser, et même lorsque les immeubles cherchent un syndic, ils ont beaucoup de mal à en trouver un. Donc on veut proposer cette solution-là. Pour
dit comme autre solution, donc évidemment, continuer d'intervenir dans ces grandes copropriétés et dans ce centre-ville avec cette question d'acquisition de l'eau. Et aussi, on veut que les autres bailleurs sociaux du territoire puissent être mobilisés aussi, parce qu'on ne peut pas, nous seuls, petits bailleurs et celles de logement et d'aménagement, tout porter de ce sujet-là. Donc évidemment, nous, on est en lien aussi avec la SPEN dont j'ai parlé précédemment, mais c'est vrai qu'on a envie que plusieurs bailleurs du territoire puissent être en lien pour partager, on va dire, toute cette charge de travail qui est quand même très importante. Et aussi, on a une question qui se pose de façon très importante, qui est la question aussi du droit à la propriété. Lorsqu'on a comme ça des propriétaires défaillants, des propriétaires qui ont disparu, parce que c'est aussi le cas dans des grandes copropriétés, lorsqu'on cherche à racheter des lots, il y a des propriétaires qui ont disparu. On a vraiment mis la police sur le coup, elle n'arrive pas à les retrouver, donc voilà, on se retrouve dans des situations où il faut attendre que le bien soit 100 mètres, mais ça prend plusieurs années pour qu'on puisse déclarer un bien 100 mètres. Et là, la question se pose, est-ce qu'on peut attendre autant de temps aussi pour acquérir un bien et pour faire en sorte de redresser une copropriété? Donc il y a une vraie question, je pense. Le droit à la propriété est très très fort en France. Et je crois qu'on a une question à se poser sur lorsqu'on a vraiment des propriétaires comme ça qui sont excessivement défaillants ou qui ont disparu, qu'est-ce qu'on fait de ce droit à la propriété? L'objectif n'étant pas de nationaliser, de spoiler les propriétaires, hein, que je sois bien claire, mais l'objectif c'est de dire à un moment donné, et c'est pour ça aussi que j'ai mis, alors ceux qui ont suivi un petit peu les discussions il y a pas longtemps reconnaîtront la démarchandisation, mais lorsqu'on a cette question de ce droit à la propriété aussi fort et qui empêche au final l'intérêt général d'avancer, il y a peut-être une question législative qui se pose et que nous souhaitons poser et qu'on travaille en l'occurrence avec la préfecture, parce que là très clairement on se dit, par exemple sur ce bâtiment G que vous avez vu, on sait qu'on a des propriétaires qui ont disparu. À un moment donné, on va pas pouvoir attendre de le retrouver ou d'attendre plusieurs années pour le démolir. Donc on fait aussi avec l'État une façon d'accélération aussi de choses, de DUP notamment, mais la question se pose aussi sur d'autres sites et c'est une question qui revient très souvent. Donc voilà, c'était un petit tour d'horizon. Merci. Bravo. Merci Audrey. En attendant que Magali se mette en communication avec Coca-Cola, est-ce que vous avez deux questions à poser? Marie? André? Oui. Marie, vas-y. Bonjour, juste une question. L'intérêt d'une SPLA d'intérêt national, s'il vous plaît. Alors. Oui, c'est une société donc publique locale qui a surtout en fait des fonds de l'État. L'objectif c'est qu'elle récupère des fonds de l'État via ANRU et que par exemple, c'est sur la rénovation de qui coûte très cher parce qu'on est sur des petits immeubles, ce qu'on appelle les 3 fenêtres marseillais. Donc ils ont 3 fenêtres en façade à chaque étage et ils font en gros entre 3, c'est du R+3, R+4. Donc c'est des petits immeubles et en fait à réhabiliter, on a un problème, on va dire, de rendement et de coût de revient parce qu'en fait ça coûte très cher à réhabiliter et à la revente, c'est pas aussi cher à la revente. Donc on a vraiment cette problématique-là et l'objectif c'était que l'État injecte des fonds dans cette structure pour la rénovation et parce que très clairement là le marché aurait été complètement défaillant, aucun promoteur ne va racheter ces petits immeubles. Ça n'a aucun intérêt en matière d'investissement locatif. Et l'objectif, c'était voilà, de créer cette société qui a beaucoup de fonds, qui au final, avec lesquels on travaille, parce que nous, en amont, on a maîtrisé les immeubles, donc on leur livre des immeubles qui sont propriétés, voilà, qui sont la propriété qui sont une propriété unique, ils n'ont plus à racheter appartement par appartement, on les a sécurisés et eux, ils font toute la rénovation. Et c'est vraiment cette société publique locale d'aménagement d'intérêt national, c'est surtout de l'argent de l'État qui vient directement de la rénovation urbaine. André? Merci. Oui, c'est un petit peu le même domaine. Nous, à Toulon, on a deux sujets d'habitat dégradé très importants, 2 grandes cités, comme on dit, Pontcarral à l'est et à l'ouest, et la Grande Plaine à l'est. Et on est allé voir le sous-préfet qui nous a dit, nous, on attend la possibilité de travailler avec des élus qui soient intéressés, ce qui n'a pas été le cas.
jusqu'à présent de la municipalité ni de la métropole de Toulon. Mais la question que l'on s'est posée et que l'on a posée au sous-préfet et que je vous pose un petit peu à tous les trois, c'est quels seraient, alors on ne va pas faire un exposé complet, mais quels seraient les financements possibles, est-ce qu'il en existe des financements nationaux de l'État et des outils législatifs comme les OPI ou l'AMRU ou des choses comme ça? Alors, il peut, par exemple, là, sur Calissé, la propriété dont je vous parle, il y a un plan de sauvegarde, mais il y a aussi une concession d'aménagement en rue. Donc, il y a une opération en rue qui est aussi dessus. Autrement, il y a ce qu'on appelle les hors-codes. Alors, c'est hors-code, vous avez copropriété dedans, c'est opération, vous retrouverez le cible, mais on est en train de travailler à Marseille à avoir des hors-codes d'intérêt national pour justement agir dans les copropriétés et redresser certaines copropriétés que les plans de sauvegarde n'arrivent pas à redresser. Donc c'est encore le niveau au-dessus d'intervention de l'État. Mais très clairement, et ça on l'a vu, je prends vraiment cet exemple de Calissé parce que c'est un exemple qui est souligné par l'État où on a réussi en 3 ans à complètement changer la situation, puisqu'on a fait des grandes opérations d'évacuation des squats, mais en lien avec l'État évidemment, de se remettre dans les AG copro et d'y participer, et de pouvoir suivre aussi avec des fois lorsqu'il y a des administrateurs judiciaires où on était le vote des travaux. Et voilà, vraiment c'est une implication de la puissance publique dans ce parc privé. Et c'est vrai que ça prend énormément de temps, énormément d'énergie, mais pour le coup, on travaille vraiment en partenariat avec l'État. Et pour le coup, l'État aussi nous dit que voilà, le soutien, il nous dit qu'on a été assez remarquable et que notre action a été assez remarquable, qu'en 3 ans, on ait pu réussir comme ça à redresser, ou en tout cas faire en sorte que la dégradation s'arrête sur des copropriétés qui étaient exploitées, où il y avait un narcotrafic incroyable, et on a réussi à sécuriser des appartements, à poser des alarmes, à faire en sorte que dès qu'il y avait une nouvelle intrusion, d'appeler la police, donc on va aussi avec la police, pour essayer de faire en sorte qu'on puisse tenir ces copropriétés et que la spirale, on va dire, de dégradation s'arrête. Mais ça, c'est vraiment en partenariat et avec l'État, préfecture, et avec la police. Et ça a été des opérations à chaque fois concertées. Merci Audrey. Alors, Magali, es-tu en contact avec Nicolas? Oui. Nicolas, est-ce que tu peux mettre ton son et on fait un test? Oui, est-ce que ça marche bien? Je pense que c'est bien, on va monter un tout petit peu le son. Est-ce que tu veux bien, Christophe? Juste, on te laisse démarrer. 10 minutes pour toi, ça te va, Nicolas? Ça marche, je l'adapte, il n'y a pas de problème. Parfait, merci beaucoup. Donc moi, comme on a dit, je suis Nicolas Joubert, je suis adjoint au maire à Justaris, donc 1200 habitants, et c'est surtout avec ma casquette du collectif Eriam ici, ce logement pays que je vais parler ce soir, pour vous partager un peu les enjeux, enfin, la problématique du logement au Pays Basque Nord et quelle stratégie a été mise en place. Je dis souvent dans la rue et dans les institutions de manière complémentaire, même si des fois ça s'affronte aussi. Mais qu'est-ce qu'on a mis en place comme stratégie pour essayer de commencer à répondre à cette problématique du droit de toutes et tous à accéder à un logement digne. Je m'excuse d'avance, enfin, je vous remercie d'avoir pris l'invitation, je m'excuse d'avance parce que sur la deuxième partie, je ne serai pas avec vous, j'ai justement une réunion qui démarre après et que je dois installer et animer en partie. Juste en deux mots, le diagnostic, le Pays Basque, je ne vais pas expliquer ça au Toulonnais, a de gros avantages, c'est qu'il est attractif, mais il a les inconvénients de cet avantage-là, c'est que cette attractivité, notamment en matière de tourisme, de surpopulation touristique estivale, etc., et a fortiori, mais ça aussi vous le savez, après la crise sanitaire et la prolifération du télétravail, a encore accentué les phénomènes qui existaient et qui font qu'on a un territoire qui aujourd'hui ne bénéficie plus de cette attractivité. On nous a longtemps dit qu'on vivait grâce aux résidences secondaires, que notre économie locale, nos saisonniers travaillaient et nos entreprises grâce aux résidences secondaires. Maintenant, ce n'est pas un discours militant que de le dire. L'agence d'urbanisme elle-même ne peut pas les taxer d'être ni d'extrême gauche, ni d'être militant nationaliste basque. Dit aujourd'hui que l'économie aujourd'hui pâtit de ces résidences secondaires. C'est nos écoles qui sont fermées, c'est nos services publics qu'on ne tient plus, c'est des quartiers entiers qui sont fermés 8 mois dans l'année, et donc un tissu social et une sociologie aussi de nos communes qui est complètement bouleversée. Le Pays Basque, c'est 1% de croissance démographique annuelle, c'est du double de la moyenne nationale. On nous a longtemps dit qu'on gagnait 3000 habitants par an, et ce que quand on entend
3 000 habitants de plus par an, on est 320 000 habitants, ça paraît pas dramatique en proportion, sauf qu'en fait, le plan local de l'habitat, et ça c'est une des spécificités en Pays Basque, c'est qu'on n'était pas une institution, on n'était rien administrativement, on était un demi-département. Donc même la statistique sur le logement, on n'arrivait pas à avoir des chiffres vraiment précis sur le territoire de nos 158 communes. Et c'est en 2017, avec la création de l'agglomération Pays Basque, par fusion des anciennes 10 intercommunalités, qu'on a commencé à mieux connaître des phénomènes, en tout cas à quantifier des phénomènes que nous, militants ou élus de terrain, pressentions, mais n'avons pas forcément de données objectives dessus. Et en fait, ces 3 000 habitants de plus, on a réussi à savoir qu'en fait, il y a 9 000 habitants qui partent chaque année, et principalement pour des raisons d'accès au foncier ou au logement, et 12 000 qui arrivent. Et ça crée des problèmes évidemment démographiques, sociologiques, mais aussi linguistiques, parce que je ne peux ne pas parler de ça. On est en cours d'essayer de sauver, de préserver une langue qui est en train, qui n'est pas sauvée au sens des critères de l'ONU, seulement 20% de locuteurs, et le tissu associatif depuis des années fait en sorte que cette langue soit apprise. Mais en fait, avec cet afflux de population, et on n'est pas pour monter des barricades aux frontières du Pays Basque, loin de là, au contraire, mais avec cet afflux de population, on est en train de perdre la bataille linguistique aussi, et ça me paraissait important de le souligner. Des données aussi qu'on a réussi à avoir avec le PLH, c'est l'augmentation du prix foncier, l'augmentation notamment depuis 2014, et une vraie accélération de 2014-2015 du prix du foncier, puisqu'on est passé en 2010, on était un prix moyen à 3 400 € du mètre carré sur l'ensemble du Pays Basque, ce qui est déjà énorme, parce qu'il y a une disparité entre la zone côtière évidemment et la zone montagne, où il y a moins de € du mètre carré, et aujourd'hui on arrive à 4 800, 5 000 € du mètre carré, donc voilà, 3 400, 3 200, et on arrive petit à petit aux 5 000, sachant que ces chiffres sont de 2022, donc je pense qu'on est aux 5 000. Et donc c'est autant d'effets qui ont pour de repoussoir, tout simplement, parce que la population locale, les jeunes et les moins jeunes, on parle souvent des jeunes, sont souvent condamnés à l'exil, on le dit souvent comme ça. Dans le meilleur des cas, ils vont vers l'intérieur des terres, et dans le pire des cas, ils quittent carrément le territoire, parce qu'ils n'ont tout simplement pas accès au logement. L'autre chiffre, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais l'autre chiffre qui nous avait marqué énormément en 2021, c'est que sur le parc de 41 000 résidences que l'on a en Pays Basque Nord, 22% du parc sont des résidences secondaires. Et là encore, 21%, on peut se dire que par rapport à des communes qui sont à 50, 60, 70%, c'est encore contrôlé. Sauf qu'on a des communes qui arrivent à 55% sur la côte, et évidemment à l'intérieur, un effet beaucoup moins, à l'intérieur des terres. Et donc, je le disais, on a des communes où il y a plus de résidences secondaires que de résidences principales. Ça, c'est un effet de bascule, c'est un genre de lutte, 54% Guétari, 55% de résidences secondaires. Je le dis souvent en anecdote, mais ça nous avait beaucoup mis en colère. Au municipal de 2020 à Guétari, il y a un résident secondaire qui a monté sa liste aux élections municipales. Et le journaliste lui avait posé la question, est-ce que vous vous sentez légitime pour administrer une commune dans laquelle vous n'habitez que 3 mois dans l'année? Il avait répondu qu'à 56% de résidences secondaires, il était représentatif de la majorité de la non-population. Ça, c'est moi qui le dis. C'est quand même extraordinaire de l'approche du territoire, de la vie du territoire. Nous, on a ce sentiment que nos communes se vident, ça devient des musées, et eux s'octroient tous les droits, entre guillemets, je ne sais pas comment il faut le dire, mais en tout cas, ça ne lui posait pas de problème. Bon, finalement, il est en opposition, il a fait des conseils municipaux avec une activité relative, et en venant de Paris en avion pour faire un conseil municipal à Guétari 4 ou 5 fois dans l'année, je suis pas sûr que sur le plan environnemental aussi, c'était une forte réussite. Bon, et je passe sur les problèmes environnementaux de surpopulation estivale dont je parlais. Aujourd'hui, on a forcément sur la gestion des déchets, sur l'assainissement et sur la consommation foncière des gros problèmes, notamment l'été. À partir du moment où on s'est... Tu vas nous parler des solutions aussi. J'y vais de suite. À partir du moment où on s'est emparé de ce diagnostic-là, on s'est dit qu'on ne peut pas laisser le marché dicter sa loi. Et l'enjeu, il est là. En fait, on n'est pas contre la propriété, on n'est pas pour spoiler les gens comme tu l'évoquais tout à l'heure. Mais par contre, à un moment donné, il faut que l'intérêt collectif aussi passe avant le fait que certains soient chassés de leur propre commune. Et c'est pour ça qu'on dit que le droit d'avoir un logement doit toujours passer
avant, le droit d'avoir un logement pour tout le monde doit passer avant de celui de quelques-uns dans leur plusieurs. Et c'est ça tout l'enjeu de notre bataille. Et donc il y a pas mal de collectifs citoyens qui se sont créés dans les communes, notamment sur des ventes spéculatives, où un collectif citoyen se crée, une occupation, etc. Donc ça, c'est des choses qui se sont faites, mobilisation de rue, elle est moins institutionnelle, mais enfin, nous on est allé, bon mouvement politique, jusqu'à occuper quelques heures le toit de la résidence secondaire de Bruno Le Maire, qui était ministre de l'économie, qui refusait de nous recevoir sur la fiscalité, qui a accessoirement signé le décret de la zone tendue. C'était lui qui avait la compétence de la zone tendue, et la commune dans laquelle il a sa résidence secondaire est à la limite de la zone tendue. Les 4 communes autour sont dedans, mais pas lui. Donc il n'était pas soumis à certains leviers fiscaux, notamment de surtaxe en résidence secondaire. Donc, et pourtant, j'étais adjoint au maire, donc c'est pas compatible non plus d'avoir une mobilisation de rue, d'avoir de la désobéissance civile et pouvoir être en exercice aussi dans nos communes. L'objectif qu'on a eu, c'était de rassembler les forces. Ça ne peut pas être la bataille d'un seul camp, ça ne peut pas être la bataille d'une seule couleur politique. L'intérêt collectif, ça marche dans tous les sens, et donc on a voulu créer des synergies. À partir de là, on a créé la plateforme Eriam ici, seul au pays, 33 organisations syndicales, y compris les syndicats agricoles, de préservation du foncier, l'Interamac Pays Basque, parce que les consommatrices et consommateurs ont aussi besoin d'avoir du foncier agricole disponible, des associations féministes qui bataillent sur le logement d'urgence, des associations de droit aux migrants qui militent aussi pour de l'accueil digne pour les personnes en transition sur le territoire. Et donc, voilà, des partis politiques, des associations écologistes, altermondialistes, des collectifs de locataires, donc 33 organisations. On fait un premier pari d'une campagne éclair, on se dit dans 6 mois on fait la bataille, la manif du droit au logement, et on met 12 000 personnes dans la rue en quelques mois à Bayonne, et donc on se rend compte que là on a un levier incroyable. Le président de l'agglomération Pays Basque qui est UDI est dans la rue avec nous. Et la contradiction, c'est lui qui l'a. Mais sauf que cette pression populaire, elle permet aux élus locaux de se poser les bonnes questions, de se positionner sur la thématique, et ça va amener des victoires dont je vais vous parler immédiatement, mais ça va amener aussi un travail de plaidoyer, c'est-à-dire que c'est plus une couleur politique, c'est plus le PC, le PS, l'Europe Écologie Les Verts, les alertes salées localement. C'est un territoire qui à un moment donné crie parce qu'il n'arrive plus à loger ses jeunes, et ses moins jeunes. On a eu une première mesure, c'est celle de la compensation, donc la lutte contre la prolifération des meublés touristiques. La compensation, elle a été votée à l'aglo. Airbnb, notamment, a payé ses services juridiques pendant des mois pour attaquer cette délibération. On a fait 2 ans de bataille juridique. On a gagné tous les recours contre ces lobbies. L'agglomération a eu à redélibérer pour adapter la délibération, mais en tout cas, aujourd'hui, la compensation, c'est une mesure qui s'applique sur les 24 communes de la zone tendue et qui oblige tout propriétaire d'une location meublée touristique permanente, donc qui est louée plus de 120 jours par an, à proposer dans la même commune de surface équivalente et de standing équivalent un logement qui va être en location à l'année. Donc je garde mon logement en Airbnb si je veux, mais par contre, chaque fois que j'en ai un sur Airbnb plus de 120 jours par an, je dois proposer de la même surface et de la même qualité de vie, on va dire, sur la même commune. 95%, 232 élus communautaires, 95% d'adhésion à la délibération. Donc la bataille de la rue a permis ce positionnement politique des élus locaux, pour certains un peu frileux, mais qui se sont dit si on ne fait pas ça aux prochaines municipales, on va le payer. Donc je ne sais pas si c'était une bonne raison pour le voter, mais ils l'ont voté. La deuxième bataille qu'on voulait absolument gagner, c'est celle de l'encadrement des loyers. Je passe assez vite sur la question, mais on est toujours sur les 24 communes de la zone tendue. On l'a obtenu beaucoup plus tard parce qu'il a fallu faire de la récolte de données sur quels sont les loyers moyens quartier par quartier. Donc aujourd'hui, il y a un loyer plafond à ne pas dépasser. Vous connaissez la mesure, je ne vais pas vous faire l'exposer. Mais par contre, c'est un dispositif qui est précaire puisque c'est lui-même un dispositif qui, au niveau hexagonal, a été mis en place via le droit à l'expérimentation. Et on arrive en 2026 à l'échéance du droit à l'expérimentation sur l'encadrement des loyers. Et donc il se peut, on verra ce que dit le législateur, mais il se peut que l'encadrement des loyers sur l'ensemble de l'hexagone s'arrête en 2026. Donc il y a une mission parlementaire qui démarre
et notre député PS Naki Chamis qui est très en avance sur ces questions-là, qui fait partie aussi de la plateforme ici, pas au sens activiste du terme, mais en soutien politique de poids sur des soirées débats, etc., a été nommé rapporteur de cette commission parlementaire pour faire le bilan de l'encadrement des loyers. Mais voilà. Il a été aussi, je termine avec ça, c'est la loi porte son nom, la loi Chamis-Leneur, qui met en place un certain nombre de dispositifs entre les mains des élus locaux, parce que nous, c'est ce qu'on défend en fait. Aujourd'hui, les dispositifs, ils existent, mais ce n'est pas avec 60% d'augmentation de la taxe d'habitation qu'on résout le problème du logement. La compensation elle-même, ce n'est pas la panacée. Il faut activer tous les leviers possibles. C'est comme sur le changement climatique ou sur les mobilités. C'est pas juste en prenant une douche un jour sur deux, je caricature, qu'on va sauver la planète. C'est pas juste en mangeant du bio une fois par semaine à la cantine qu'on va sauver la planète. Par contre, l'accumulation de mesures fait qu'à un moment donné, on a une bascule positive. Et sur le droit au logement, c'est la même chose. Il faut agir, il y a tellement de caractéristiques différentes qu'il faut agir sur tous les leviers. Donc c'est par exemple la servitude de résidence principale. Depuis la loi Chamis-Leneur, les communes sont habilitées dans leur PLU ou dans les PLUI à déclarer des zones, à partir du moment où elles ont plus de 20% de résidences secondaires, à déclarer des zones dans lesquelles il est dorénavant interdit de créer la résidence secondaire, soit par construction, soit par acquisition d'un foncier bâti et de le transformer en résidence secondaire. Donc ça, c'est des outils nouveaux, ça date de novembre 2024, les décrets ont du temps à sortir. Mais nous, ça y est, on a les deux premières communes, et c'est marrant parce qu'elles sont de droite, centre-droit, Bayonne et Bidart, les deux premières communes qui, ce mois-ci, ont décidé de mettre en place la servitude de résidence principale sur leur document d'urbanisme. Voilà, c'est forcément frustrant pour moi, mais voilà, j'arrive au bout. C'est des communes post-articulées, mobilisation citoyenne et action institutionnelle. Merci Nicolas, merci. Avant que Barbara me prenne la parole, est-ce qu'il y a deux questions pour Nicolas? Qui risque de Oui. rentrer avec nous, donc il faut... Oui, en plus, il risque de partir assez rapidement maintenant, donc autant lui poser. Pardon. Le tour. Est-ce que dans cette région, vous avez mis en place le dispositif BRS, bail réel solidaire, ou c'est quelque chose que vous n'avez pas mis en avant? Sur le BRS, c'est quelque chose qu'on encourage à utiliser. Après, il faut bien l'utiliser, il faut bien rentrer dans la mécanique de la redevance. Et puis là aussi, c'est pas la panacée. Dans le logement social, il y a l'accès à la propriété, il y a le social et social. On a des grands débats en ce moment là, avec des programmes urbanistiques qui sortent à 100% du social et des élus qui nous disent ça manque de mixité. Mais en fait, dans le logement social, même quand on a 5% du social, il peut y avoir de la mixité parce que dans le logement social, entre l'accession, le PLUS et le PLAI, on passe ici. Voilà. Mais le BRS, c'est un des bons moyens justement pour baisser le prix du foncier et surtout maintenir le caractère public de ce foncier. Est-ce que tu pourrais nous citer un petit peu, je ne sais plus comment ça s'appelle, la plateforme là, qui regroupe une trentaine de structures, de collectives, etc. Ses modes de fonctionnement et qu'est-ce qu'elle fait concrètement, son articulation avec les élus, les pouvoirs publics. Donc si tu pouvais nous détailler un peu plus cet objet. Ça va aller vite, c'est surtout des grosses manifestations, c'est la capacité à mettre 12 000 personnes dans la rue en 6 mois, c'est la capacité à demander des bilatérales à l'exécutif de la communauté d'agglomération, c'est la capacité à rédiger, on vient de faire un audit du logement social, on est reçu par le PFL, on est reçu par l'agence urbaniste, il y a une crédibilité qui fait que si c'était le parti politique seul, si c'était le syndicat agricole seul qui le faisait, on n'ouvrait pas les mêmes portes ouvertes et la même audition, en tout cas le même écho. Et donc on fonctionne à 33, c'est pas toujours simple, parce qu'on est quand même majoritairement de gauche, on n'est pas tous de gauche non plus, loin de là. C'est pas toujours simple, mais par contre c'est une force de frappe qui est incroyable et une caisse de résonance par rapport aux revendications sectorielles des composantes de la plateforme. Merci Nicolas. Alors tu nous as fait un petit peu peur avec le risque d'une liste municipale sur les résidences secondaires. Nous, ce qu'on craint sur Toulon, c'est en fait une liste de candidats au municipal des croisiéristes, qui continuent à dire effectivement qu'il faut lever tous les jours. Barbara ? Merci. Merci à vous. Je te laisse te couper.
Merci beaucoup pour cette invitation et ces débats tout à fait passionnants. C'est pas mal que justement je parle de ça comme Nicolas parce qu'il y a beaucoup de ponts et notamment sur les questions de l'économie touristique. Mais j'y reviendrai. Je commencerai peut-être d'abord par évacuer la question de l'habitat insalubre dans la région où tu en as parlé très bien et je pense qu'il n'y a pas spécialement besoin ici d'évoquer tous ces enjeux-là. Je dirais peut-être juste quelques chiffres qui sont importants. C'est la quasi-éradication de l'habitat insalubre à Paris, l'habitat indigne et insalubre. On est sur quelque chose maintenant qui est extrêmement diffus. On a plus de 58 000 logements qui ont été sortis de cette situation de logement insalubre. C'était 3,5% du parc il y a 20 ans, aujourd'hui c'est même pas 0,5%. Et ça, c'est le résultat de 20 ans de politique de gauche. Comme quoi, voilà, une ville avec une belle union de la gauche qui fonctionne, ça a fait plein de jolies politiques, avec une maire socialiste qui a accepté par ailleurs de mettre au logement des élus communistes systématiquement, donc elle est plutôt contente manifestement. Yann Brossard, mon prédécesseur, puis Jeanne Audrier et moi. Donc on a des politiques qui sont d'abord perçues comme radicales parfois, et mais pourtant qui fonctionnent et qui sont ensuite acceptées de façon transpartisane. Je pense que le fonctionnement qu'on a développé sur l'habitat insalubre, maintenant c'est une procédure qui ne sera plus remise en question. On a un service qui s'occupe de tout, on a passé des accords et on a créé des pôles spéciaux pour faire des liens très régulièrement avec la préfecture de police, avec l'ARS, avec la DRIL, avec la Fondation pour le logement des plus démunis, ex-Fondation Abbé Pierre. Et voilà, on se rend compte et on discute régulièrement pour faire du suivi. On a la SORECA qui nous permet d'aider et d'accompagner les copropriétés, qui nous permet aussi parfois de nous accompagner, nous aussi, dans la production de logements sociaux au travers justement la réhabilitation de logements qui étaient insalubres. Et du coup, c'est comme ça que je vais vous parler de logement social. On priorise à Paris pour justement continuer à lutter contre le logement insalubre, contre les passoires thermiques aussi, les logements justement qui sont dans des situations qui nécessiteraient des interventions. Comme ça, on sait que grâce à notre intervention, en fait, le bilan, par exemple, énergétique des logements augmente, s'améliore à Paris grâce aussi à l'action de la ville sur la production de logements sociaux. On agit aussi en priorisant le rachat, la préemption d'immeubles où il y a beaucoup de vacances. Comme ça, on lutte aussi contre la vacance locative qui est un vrai problème dans le parc privé, mais on y reviendra. Et résultat, cette volonté politique extrêmement forte affichée de la ville de Paris, elle a une conséquence, c'est qu'on a aujourd'hui financé, ça y est, les 25% de logements sociaux. Et donc si on y arrive à Paris, qui est une des villes les plus denses du monde, c'est potentiellement possible partout. Avec un bémol, c'est que la ville de Paris peut dire « Ah bah toi l'État, tu ne veux pas nous aider, bah tant pis, on va le faire tout seul ». On a cette chance d'avoir des moyens pas sans difficulté. Je peux vous dire d'ailleurs que c'est des batailles, ils sont difficiles avec des budgets. Nous, on a zéro compensation d'État. Enfin, on n'a pas d'argent dans le coup, mais c'est très compliqué. Pour autant, on a cette force de frappe qui nous permet, par exemple, au dernier budget, d'avoir voté 800 millions d'euros pour le logement. L'État, pour l'aide à la pierre, c'est 600 millions pour toute la France. Donc, sans aide de l'État, sans une vraie volonté politique qui met l'argent, que ce soit à Paris ou que ce soit en France, on n'y arrive pas. En revanche, quand on fait le chèque, en fait, ça fonctionne. On trouve des choses. Et donc, y compris quand on ne peut plus produire, quand c'est compliqué, quand c'est dense, parce qu'on peut produire en rachetant dans le parc privé, et en plus en rachetant de façon positive, puisqu'on cible les logements en difficulté et les logements vacants. Notre objectif à Paris, c'est d'arriver à terme, je crois que c'était 2028, notre objectif, en tout cas très rapidement, à 30% de logements sociaux et 10% de logements abordables, donc 40% de logements publics en tout. Pour ce faire, on a notamment créé une foncière, la foncière de logements abordables, parce qu'on considère que faire du logement abordable, ça peut pas être comme on l'a fait avec le LLI pendant de nombreuses années, où en fait on finance des logements abordables qui restent max 10 ans, qui a permis à plein de promoteurs et plein de propriétaires de faire des culbutes fiscales avec des niches et compagnie, etc. Et puis au bout de 10 ans, on n'aura plus la couleur, il n'y a plus rien.
Et donc on retombe à nouveau sur le problème qu'on avait initialement. Ça, c'est inadmissible. Alors avec, pour le coup, la foncière qui a été créée il y a quelques mois et que j'ai l'honneur de présider, le but, c'est justement de pouvoir faire du logement abordable qui va permettre aux jeunes actifs, aux ménages, à certains travailleurs clés, les enseignants, etc., qui ne sont pas forcément priorisés par le logement social. Quasiment 70% des personnes est éligible au logement social en vérité. Donc on peut faire de la mixité, il y a raison de le dire, avec le logement social. Mais en pleine crise française et européenne du logement, on va dire la vérité, on priorise les gens qui sont les plus en difficulté. Et donc, le logement abordable permet justement de permettre à cette catégorie de la population d'accéder au logement sans avoir à se ruiner. Et donc, pour nous, c'est par ce biais-là qu'on va réussir justement à faire du logement abordable éthique, du logement abordable pour l'intérêt général et pas du logement abordable qui va juste continuer à enrichir des poches déjà bien pleines. Cette intervention sur le logement public, elle est nécessaire parce que je crois que la meilleure protection des locataires, c'est de les sortir du marché spéculatif. C'est déjà, je pense, la première des mesures. Mais il faut aussi pouvoir intervenir sur le parc privé. Donc comment on fait quand on est une commune pour intervenir sur le parc privé? On a finalement des compétences très limitées. L'une des mesures, c'est ce que disait le collègue tout à l'heure du Pays Basque, l'encadrement des loyers. Pour l'encadrement des loyers, je ne reviens pas sur ce qu'il a dit, la pérennisation du dispositif est indispensable, c'est une expérimentation. On pourrait se dire, mais attendez, ça marche vachement bien, j'y reviendrai, donc il n'y a pas de raison que ça disparaisse. Eh bien si, vous avez vu que même des dispositifs comme ma prime rénov', qui marchait super bien et dont on a vraiment besoin, surtout avec la crise climatique qu'on va se prendre sur la bicoque, qu'on est déjà en train d'affronter, eh bien, elle a eu mal là, avec les dernières décisions budgétaires. Donc, notre objectif, c'est justement de faire pression, et donc je rejoins cette idée de créer du rapport de force. Sans collectif, sans organisation, on n'y arrivera pas. On peut tous crier chacun dans notre coin. Si on n'arrive pas à faire suffisamment de bruit, à montrer qu'on est suffisamment organisé pour faire basculer les choses, rien ne se passera. Et donc c'est pour ça que, et ça a été d'ailleurs un point d'orgue à organiser ça avant de partir en congé maternité, il y a quelques mois, on disait qu'il faut absolument que ce truc soit fait avant que je parte. L'objectif, pour le coup, à l'initiative de la ville de Paris et en coopération d'ailleurs avec Chronopère de la métropole de Lyon, ça a été de se dire voilà, on va faire en sorte de faire un webinaire dans un premier temps pour que tous les élus, toutes les collectivités qui ont mis en place l'encadrement des loyers puissent se voir et discuter. Et on va se dire, nous, sans intermédiaire, sans que l'État nous dise mais machin, il a dit ça. Non, on va se voir, on va discuter et on va dire si l'encadrement des loyers c'est bien ou c'est pas bien sur notre territoire. Est-ce que toi t'en veux? Est-ce que toi tu veux le garder? Qu'est-ce que tu as identifié comme faille? Et à l'unanimité, ce qui est ressorti de cette réunion, c'est mais en fait ça marche vachement bien, on en a vachement besoin, c'est super bien, justement pour les populations qui n'arrivent plus à se loger dans les centres-villes, voire dans la ville, qui sont toujours repoussées en petite couronne, en une couronne et de toujours plus loin, qui sont 3 heures d'embouteillage pour aller bosser là où ils pouvaient travailler il y a encore 10 ans à 10 minutes. En fait, on en a dans ce dispositif. Mais il faut qu'on identifie les trous dans la raquette, et donc on va non seulement demander la pérennisation, mais l'amélioration du dispositif. Dans cette amélioration, il y a par exemple l'intervention sur le complément de loyer. Est-ce que vous savez ce que c'est que le complément de loyer? Non. Je vais vous expliquer un truc, parce qu'en fait, la plupart des gens, à moins qu'ils soient méga spécialistes du logement, ils ne savent pas ce que c'est que le complément de loyer. Le complément de loyer, c'est... Bon, vous voyez votre fiche avec rappel de vos charges, votre loyer, etc. Donc vous avez votre loyer et en plus, vous pouvez avoir, par exemple, plus 100 € en plus de votre loyer. C'est sur une autre colonne qui s'appelle complément de loyer et qui est censé, normalement, dans la loi, être la rétribution d'une caractéristique exceptionnelle de votre bien. Bon. Le problème, c'est que pour agir contre ce complément de loyer, si on considère qu'il n'est pas justifié, pas légal, il faut agir dans les 3 mois après la signature du bail. Vous imaginez bien que personne ne sait ce qu'est le complément de loyer. Quand au bout d'un moment vous vous rendez compte et que vous vous dites non mais il y a un problème, ben en fait c'est déjà trop tard. Et donc il y a plein de petits malins, et ça c'est
toutes camarades, notamment de la CNL, qui m'ont alerté il y a déjà un petit moment, qui me disaient mais attendez, nous on a de plus en plus de gens qui viennent nous voir et qui nous disent il y a quelque chose de systémique qui est en train de s'organiser. Je vais sur la plateforme paris.fr, parce que Paris a la particularité d'avoir pris la compétence de signalement. On n'a pas besoin de passer par le préfet, j'y reviendrai, c'est directement chez nous que ça se passe. Donc je vais sur la plateforme pour voir si mon loyer est trop élevé, et puis là ça marche, c'est rouge, et là les services nous disent désolé, après l'étude de votre dossier, en fait votre loyer il est conforme à l'encadrement de loyer, c'est le complément de loyer qui est problématique. Et en fait ça fait plus de 3 mois, donc c'est terminé. Donc il faut absolument agir pour permettre aux gens d'exercer leur droit, et donc que, par exemple, le complément de loyer, ça ne soit pas 3 mois, mais 3 ans pour agir, comme n'importe quoi, en matière de bail. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a un ensemble de mesures qui sont proposées, notamment par exemple la responsabilité juridique des intermédiaires, comme les plateformes. Si vous allez sur le Bon Coin, vous avez plus d'une chance sur 3 de vous faire arnaquer. Parce que plus de 30%, et je crois que les derniers chiffres, c'est plus de 40% des annonces sont pas conformes à l'encadrement des loyers. Et les plateformes sont un peu Ponce Pilate de ce côté-là. Ils disent moi je me lave les mains, ce n'est pas mon problème, je ne fais que publier les annonces, je ne suis pas responsable. Par contre, pour se faire de l'argent grâce au flux généré par la consultation de ces annonces, là il y a du monde. Donc il y a un problème de responsabilisation des acteurs, de contrôle à déployer. Je pourrais vraiment faire, je pense, 2 heures sans encadrement des loyers, donc je m'arrêterai là et je dirais juste une chose. On a une conférence à l'hôtel de ville avec plus de 70 villes. Ces fameuses 70 villes qui se sont rencontrées d'abord dans un webinaire, où on s'était dit, on se revoit justement dans 6 mois. On met 3 mois pour collecter toutes nos données chacun de notre côté. Vous nous les envoyez, on va collecter tout ça là, avec les services de la ville, parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup des services qui sont bien dotés. Donc vous nous envoyez tout ça, on fait un rapport et on va le rendre à la ministre. Pourquoi on rend à la ministre? Parce que elle a dit, moi sur le principe j'ai aucun problème avec l'encadrement des loyers, mais il faut que l'évaluation soit positive. Et donc elle a mandaté 2 économistes pour faire cette évaluation. Pour avoir terminé il y a 1 heure ou 2, je ne sais plus, un rendez-vous avec ces économistes, on sent qu'il y a une recherche de porte de sortie. Hein. Alors, on a posé des questions sur Airbnb, alors qu'il n'y a rien à voir avec l'encadrement des loyers. On a posé des questions sur le parc locatif privé qui est toujours en hémorragie pour savoir si ça avait un lien avec l'encadrement des loyers, alors que dans les villes qui n'ont pas d'encadrement des loyers, on a exactement le même problème, donc ça n'a pas de rapport, mais il y a de quoi quand même être méfiant. Donc, il faut qu'on puisse unir la remise de ce rapport par l'autonomée Alliance pour l'encadrement des loyers, qui donc recouvre non seulement tous les élus, regroupe tous les élus des communes, dont d'ailleurs le PIF, qui souhaitent intervenir, mais aussi tout le monde, vous toutes et tous, si vous voulez venir nous rejoindre. Ça consiste juste à faire du bruit, diffuser ce qu'on fait, publier des choses. En fait, allons-y tous ensemble, faisons du bruit, informons-nous, et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on réussira à atteindre la ministre et à lui dire en fait vous ne pouvez pas faire disparaître cette mesure. Et quand même une chose, je vais vous dire, non seulement l'encadrement des loyers c'est bien pour les gens qui signalent le dépassement, et je donnerai quelques chiffres pour terminer sur ce sujet, mais c'est bon pour tous les locataires du territoire où cette mesure a été prise. À Paris, même ceux qui ne nous ont pas sollicités, alors juste le fait d'habiter à Paris avec l'encadrement des loyers qui existe, ça a fait économiser en hausse de loyer évité quasiment 1 000 € à chaque locataire par exemple, en moyenne. Ça, c'est les hausses évitées grâce à juste l'existence de l'encadrement des loyers. Et en plus, quand on regarde les détails, je vais vous dire un truc, quand le préfet s'occupait, avant qu'on prenne la compétence de signalement, c'était le préfet qui s'occupait de recevoir les signalements, il y en a eu 200 en 3 ans, même pas 200, en 3 ans. Quand on a décidé de récupérer la compétence de signalement, pour faire de la pub, pour traiter les dossiers, tout ça, 3500 signalements aujourd'hui. Vous voyez, la volonté politique, on y revient encore. On a du coup des chiffres. La baisse moyenne de loyer, le dépassement moyen de loyer, mais donc la baisse que vous allez potentiellement avoir après avoir sollicité les services, c'est 169 € par mois. Vous imaginez le gain, le changement de vie quand on sait que le logement c'est le premier budget de dépenses, loin devant la santé d'ailleurs, pour les ménages. Et en plus de votre baisse de loyer, il y a tout l'argent que vous avez donné à votre propriétaire et qu'il n'aurait pas dû percevoir.
Et ça, c'est plus de 4 000 euros. Donc vous avez un chèque en plus. Donc ça, c'est non seulement ça protège l'accès au logement abordable, mais en plus, on a une mesure qui est très bonne pour le pouvoir d'achat. Il y a les questions évidemment aussi d'Airbnb qui étaient mentionnées. Je ne reviendrai pas sur ce qu'il a dit, la compensation, etc. Nous, à Paris, on a renforcé un max la compensation. On a 3 secteurs de compensation. La classique, 1 pour 1, donc il a mentionné. Je ne donnerai pas trop les détails. On a un secteur de compensation renforcé où c'est un peu plus touristique. Il faut compenser, si vous avez 1 mètre carré de l'habitation, vous voulez transformer en meublé touristique, il faut payer 2 mètres carrés, donc on vous donne 2 mètres carrés de logement. Et en plus de ça, on a un 3e secteur où c'est 1 pour 3, Montmartre et le centre de Paris globalement. Donc avec ça, entre cette compensation et l'autorisation de changement d'usage qui est avec, la réglementation de changement d'usage, de fait, c'est terminé. Donc il n'y a plus que du meublé touristique illégal, mais grâce à la loi Etchaniz-Blumer et à un règlement européen aussi de 2024, en vérité, on est persuadé qu'on va réussir à éradiquer le meublé touristique illégal. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Et ça, pareil, c'est un travail transpartisan, avec tous les élus aussi qui sont allés rouspéter. Je me souviens d'une audition à l'Assemblée nationale où une élue d'une grande station de ski, dont je ne dirai le nom, me disait, mais si on ne fait rien sur la Airbnb, en fait, nous, on ne peut plus loger nos habitants. C'est les saisonniers, c'est les gens qui sont là tout le temps. On va devoir construire du logement social. Donc, pour le coup, ça montre bien qu'on est sur quelque chose qui est devenu transpartisan. Et pour terminer, je voudrais faire un pas de côté, vraiment en 1 minute, pour dire que dans les postes de logement des ménages, il y a aussi des choses qui ne sont pas directement le loyer, mais qui sont aussi par exemple l'assurance habitation. Et à Paris, on a mis en place une assurance habitation parisienne. On a fait un partenariat avec une mutuelle, un groupe qui s'appelle Vive, et on a une assurance habitation qui est parmi les meilleures du marché. Quand des comparatifs se font, et les gens en fait souscrivent tout de suite à Vive, enfin à notre assurance habitation parisienne. Et cette assurance habitation, elle n'est pas chère. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de profit. En fait, c'est juste payer le fonctionnement du process. Mais l'idée, c'est pas de se faire de l'argent sur le dos des locataires. Et donc, on a une super bonne couverture. C'est bon pour le parc privé, le parc social, parce que du coup, ça permet de lutter contre l'habitat indigne. S'il y a une fuite, elle est réparée, parce que les gens, ils sont assurés. C'est bien pour vos relations avec vos voisins aussi. Et c'est bien pour votre porte-monnaie, parce que vous avez moins d'argent à dépenser sur le logement. Et donc, finalement, il y a des choses qui peuvent être faites sur le logement, des choses qui fonctionnent, et pour ça, il faut juste de la volonté politique et organiser le rapport de force. Merci. Merci Barbara. Avant de vous passer la parole, juste un petit détail qui n'en est pas un d'ailleurs pour vous, puisqu'il s'agit de finances. Si vous devez partir avant la fin de la réunion, n'oubliez pas qu'il y a une petite cagnotte qui est mise en place à la sortie, pour nous aider à couvrir un petit peu tous les frais que nous rencontrons dans l'organisation, notamment évidemment de ces conférences débats. Il y a 2 questions tout de suite pour Barbara, sinon on ouvre le débat général. Conditions de ressources pour... Alors, peut-être voilà, on y va, c'est parti. Est-ce qu'il y a des conditions de ressources pour cette assurance? Oui, il y a des conditions de ressources, mais en réalité, elles couvrent... Alors, merci pour cette question, parce que ça me permet de continuer, j'avais raccourci exprès. Elles sont conditionnées, donc, évidemment, mais c'est pour les classes populaires, mais aussi les classes moyennes. Et les retours que j'ai, c'est... Je me souviens d'un texto, notamment d'une amie qui m'a dit, mais je suis allée vérifier, c'est vraiment pour les classes moyennes, parce qu'elle a une maîtresse de conférence. On n'est pas du tout bien payé comme maître de conférence maintenant, mais elle disait voilà, on est tous les 2 maîtres de conférence et on est donc classe moyenne. Et je me disais, on va encore être riche pour une mesure sociale de la gauche. Eh ben non, parce qu'elle est toujours en train de critiquer. Eh ben non, c'est vrai, pour vous, c'est vraiment aussi pour les classes moyennes. Moi, j'ai une autre question, parce que j'ai pas bien compris cette histoire de complément de loyer. C'est-à-dire, les gens, sur leur quittance, ils ont marqué, il y a une ligne loyer et une ligne complément de loyer. Ouais, alors en ça, fait, c'est ça qui a été voté dans la loi. Vous pouvez ne pas avoir complément de loyer. En fait, je vais vous expliquer. Si, imaginez, voilà, la vue sur les mains. Alors oui, mais c'est pas forcément exceptionnel. Parce que ça dépend du quartier, ça dépend d'où l'immeuble se situe, etc. Imaginez, vous êtes dans un quartier tout à fait classique, mais vous avez un rooftop incroyable avec une vue
sur des monuments ou sur un site naturel, etc., et qu'en plus il n'y a pas du tout dans votre quartier, ça pour vous ça s'appelle une qualité exceptionnelle. C'est un problème d'ailleurs la définition de ce que c'est qu'exceptionnel. Notre but de la revendication, c'est de mieux préciser, ne serait-ce que pour des questions de pédagogie entre les locataires et les propriétaires. Mais au-delà des définitions, c'est que lorsque l'encadrement des loyers est arrivé, il y a des petits malins qui sont allés creuser ce truc-là en disant mais attendez, ils sont allés voir sans doute des avocats spécialisés, qui leur ont dit mais attendez, moi j'ai une combine à vous donner. Vous savez que la loi, si vous avez un bien qui est exceptionnel, vous permet de demander une petite rallonge. Donc vous avez votre loyer, vous dites bah tu payes pour ta super vue qui n'existe nulle part dans ton quartier. Et donc il y a plein de propriétaires qui s'en sont saisis en se disant de toute façon même si c'est légal, je m'en fous. Donc, tu crois vraiment que le locataire, en 3 mois, il va se rendre compte que je l'arnaque? Les risques sont très minimes, donc on y va. Donc les propriétaires peu scrupuleux, ils se sont dit, ça y est, c'est la fête, moi je vais y aller tranquille. Et peut-être ça va s'en passer. Et donc le problème, c'est que plus l'encadrement des loyers va fonctionner, plus on va avoir des petits malins qui vont mettre des compléments de loyer. Et c'est déjà ce qu'on est en train d'observer dans les commissions de conciliation. C'est déjà ce qu'on est en train d'observer. Donc il faut impérativement, en plus de la pérennisation, on ait des mesures d'amélioration qui permettent notamment d'agir, mais impérativement, sur le complément de loyer. Nous, à Paris, par exemple, on a des trucs délirants, on voit des compléments de loyer parce que le bien est à moins de 5 minutes du métro. Enfin, c'est le cas pour tout Paris, enfin, ça n'a aucun sens. Ou 200 € parce qu'on a laissé une machine à laver. Enfin, ça c'est du délire. Donc en fait, voilà, il y a vraiment des abus et il faut intervenir là-dessus. Je voudrais rebondir sur 2 points que tu as abordés. Le premier, c'est la mutuelle. Et il y a des villes qui font non seulement une mutuelle pour l'habitation, mais aussi des mutuelles santé. Et je pense que c'est vraiment une piste à explorer. Parce que finalement, on paye tous des assurances, des mutuelles, dans tous les sens, pour la voiture, pour etc. Et peut-être que ce serait une bonne idée d'avoir une mutuelle municipale pour permettre justement d'avoir différentes assurances, que ce soit pour la santé, le logement, la voiture ou tout ce qu'on peut payer comme assurance. Parce que si on fait le total des assurances qu'on paye chaque mois, ça peut commencer à faire. Donc ça, c'est la première idée que je rebondis là-dessus, c'est vraiment important. Sans oublier que Marseille est en train d'en démarrer une. Ouais, oui, on y réfléchit. Et tu veux dire quelque chose? Non, oui, Marseille est en train de réfléchir justement à une mutuelle santé communale. Non, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut réfléchir. Et le deuxième point sur lequel je voulais rebondir, c'est un peu la communication par rapport aux aides que peut apporter une ville ou l'État. Tu parlais du nombre de personnes qui sont allées faire une réclamation. Je voulais parler d'un système dont il n'y a aucune publicité, et pourtant il y a beaucoup de personnes qui arrivent à la retraite et qui ont un petit logement qui le louent. Ce petit logement qu'ils louent, ils peuvent le louer en logement social avec le dispositif Loc Avantage. Ça va faire un loyer qui va être vraiment plafonné, mais ils vont avoir en compensation des réductions au crédit d'impôt qui vont compenser finalement le fait de louer moins cher un loyer. Donc, pour toutes ces personnes qui ont un logement quelconque à louer, parce que souvent quand on prépare sa retraite, on a quelque chose de côté, et ben ça vaut le coup de le savoir. Et ça, personne n'en parle, parce que finalement ça coûte de l'argent à l'État, et personne n'en parle que finalement on peut avoir une compensation si on accepte de louer en dessous d'un seuil. Alors à Paris c'est peut-être plus difficile, parce que le seuil par rapport au loyer parisien est très élevé, mais pour des villes comme Toulon, c'est presque rentable, je veux dire, de louer de cette manière. Donc ce dispositif Loc Avantage, est-ce qu'il va être remis en cause, comme beaucoup de choses parfois sont remises en cause, mais en tout cas à l'heure actuelle il existe, et j'aime bien en faire la publicité, parce que je l'ai appris en commission à la métropole, je n'avais aucune idée avant, parce que c'est uniquement en commission. Merci. Est-ce que vous voulez répondre? Oui. Oui, rapidement, c'est très bien Loc Avantage, du coup à Paris ça s'appelle Loc Annonce. Le problème, c'est que c'est un dispositif qui ne fonctionne pas très bien dans le sens où il est très peu sollicité. On a à peine 1300 personnes. Et donc en fait, on l'a créé aussi pour dire, voilà, tout le monde en disant oui, a priori les gens ils ne veulent pas louer, l'attraction du parc locatif privé, il est lié à la peur des propriétaires, des impayés. Bon, on a dit ok, bah nous on va prendre le risque. Et comme ça, vous avez rien à faire si se passe quelque chose. Parce que c'est ça aussi. C'est quand voilà, c'est une garantie pour le coup offerte par la ville. Et en fait, ce que nous disait d'ailleurs le PDG de particulier à particulier, dit mais le problème, c'est que sur les catégories de population qui aujourd'hui ont des résidences secondaires ou des logements d'enfants, c'est des gens qui ne s'intéressent pas d'avoir un peu de rendement. Entre rien faire et en profiter de temps en temps, même si c'est une fois tous les 2 ans, et faire un truc avec la mairie, même si c'est que leur main, ils s'en foutent.
Donc en fait, ce qu'il faut faire pour contraindre, c'est tabasser fiscalement. Et en fait, ce qui se passe, non mais je le dis, là c'est très violent parce qu'il y a que ça que ça marche. Si vous avez une toute petite fiscalité, ça ne fonctionne pas. Vancouver a décidé d'agir en disant l'indexation sur les logements vacants et les résidences secondaires peut aller jusqu'à 4% de la valeur des biens. Il y a 54% de résidences secondaires et logements vacants en moins qui est à nouveau revenu dans le marché. Et en plus, si c'est les communes qui peuvent décider d'augmenter ou pas le taux, bah, ça permet nous de savoir, selon les équilibres, si on taxe au maximum, bam, ou si au contraire on a quelque chose de plus adapté. Tu as encore donné un bâton, je vais donner encore une carotte. C'est que le dispositif de locavantage, en plus on peut passer par une association qui va faire l'intermédiation locative. C'est-à-dire qu'après, on n'a plus rien à faire. C'est l'association qui gère. On est sûr d'être payé, même s'il n'y a pas de locataire, même si le locataire ne paye pas. Donc pour la région toulonnaise, il y a l'association En Chemin qui gère ça. Et c'est comme ça que je l'ai su d'ailleurs, parce qu'elle reçoit des subventions de la ville, de la métropole, de différents partenaires. Mais voilà, donc en plus sécurisé pour le propriétaire bailleur. Il y a plusieurs associations, il y a Habitat Humanisme aussi qui fait ça. Tout à fait. Ce qui n'est pas connu non plus, c'est les agences immobilières à vocation sociale. En fait, si vous voulez louer votre bien, vous n'êtes pas obligé d'aller vous adresser, et que vous ne vouliez pas vous en occuper, vous n'êtes pas obligé de vous adresser à une agence ordinaire qui va chercher à faire payer plein pot parce qu'elle prend 10% au passage. Vous pouvez vous adresser à une agence immobilière à vocation sociale. Il y en a une ici qui est rue de la République, qui s'appelle Le Bois, et qui a un portefeuille de logement. Mais vous pouvez aller les voir, et ils sont très compétents, et ils vous parlent de leur avantage, entre autres. Voilà. Donc ça existe, ces agences immobilières. Et moi j'avais une autre question qui est, dans une perspective d'élection municipale, la question quand même qu'on entend souvent chez les gens, c'est qu'ils font une équation, logement social, problème, voyou. Voilà. Donc moi, je voudrais... Est-ce que du côté des partis politiques de gauche, on ne pourrait pas envisager une campagne, justement, vous parliez de... Tout le monde a y gagné, hein, parce que bon... Mais une campagne pour montrer que le logement social, c'est pas des voyous, c'est nos... Enfin, moi j'ai l'âge c'est nos enfants qui n'arrivent pas à se loger parce que c'est trop cher. C'est des gens tout à fait ordinaires, quoi. Et ça, à Toulon, c'est terrible. Dès que vous discutez un peu avec les gens, ils ont peur qu'on construise à côté de chez eux un logement social, sans penser à toutes les personnes de leur famille qui en auraient besoin, quoi. Magali, tu réponds? Oui. Oui, un seul chiffre, 70% de la population toulonnaise a droit au logement social. Est-ce qu'on est en train de dire qu'il y a 70% de Toulonnais qui sont délinquants? Ben voilà, c'est totalement ridicule comme réflexion. Hein. Donc je pense qu'il y a effectivement des choses à dénoncer de manière forte, appuyée par des chiffres, parce que c'est évidemment scandaleux et encore une fois stigmatisant, toujours pour les mêmes populations, d'affirmer ce genre de contre-vérité. Sachant qu'en plus, c'est un peu le résultat de la ghettoisation, enfin je suis désolé de le dire, mais à force effectivement d'avoir des quartiers qui sont identifiés comme étant des quartiers, allez, des sous-quartiers, et bien du coup on se met à penser que tout ce qui est logement social, c'est effectivement, voilà, ces quartiers-là. Effectivement, 70% des Toulonnais sont éligibles au logement social et 100% des Toulonnais méritent un logement digne. Alors, oui, pardon. Un tout petit peu, juste compléter sur cette réponse concernant le logement social, parce que sur Marseille... Je suis là. Pardon. Non, je voulais dire, sur Marseille, en fait, c'est vrai que les logements sociaux se sont concentrés dans certains quartiers, dans les quartiers nord, et donc avec notamment des grands ensembles. Et c'est vrai que là, avec l'enjeu de la rénovation urbaine, on est en train justement de reconfigurer les quartiers et de démolir une partie pour refaire aussi, on va dire, de l'habitat aussi, sans être dans des grands tours ou des grandes barres. Mais au final, c'est plutôt la concentration de précarité qui peut aussi poser des problèmes. Et on le voit aussi dans des copropriétés privées. C'est pour ça que j'ai insisté aussi sur le fait que nous, il y a aussi du trafic, il peut y avoir des réseaux d'Afrique chez les bailleurs sociaux ou dans les sites de bailleurs sociaux. Je ne dis pas le contraire. Mais c'est vrai que sur les copropriétés, on a vraiment ce sujet-là aussi qui se surajoute. Et on dit que dans les copropriétés, on est sur du logement social de fait. C'est-à-dire qu'en fait, à Marseille, alors tu disais 44 000 dans le Var, nous, il y a 40 000 personnes à Marseille qui attendent un logement social. Et donc, ces personnes vont trouver du logement
dans les copropriétés privées et souvent dans les copropriétés dégradées avec des marchands de sommeil qui en effet n'entretiennent pas les logements, ils vont d'ailleurs payer très cher des logements. Pareil, à Marseille, il n'y a pas de squat gratuit, lorsqu'il y a des squats, il paie à quelqu'un, on va aussi se le dire très très clairement. Et donc, c'est sur cette précarité-là que se forgent aussi beaucoup de problèmes, évidemment, parce qu'on va avoir les prédateurs de la précarité. Mais je pense que toute la question, c'est la question de la mixité sociale. Et là, ce qu'on essaie de faire lorsqu'on rachète des petits immeubles en centre-ville, c'est de faire un immeuble de logement social, un immeuble privé, un immeuble de logement social, et de pouvoir mixer aussi les populations et d'avoir comme ça ce vivre ensemble que l'on construit. Parce que si, en effet, on fait des grands ensembles et des grandes concentrations de très grande précarité, que ce soit les copropriétés qu'on laisse se dégrader ou que ce soit des bailleurs sociaux qui laissent dégrader leurs biens, on a des sujets. On a des sujets de sécurité, on a des sujets évidemment. Merci. Oui, moi ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, je suis une militante du logement social à Toulon, la gare, premièrement. Mais effectivement, c'est vrai que le phénomène ghettoisation, migrés, voyous, c'est entretenu. Ça rend certaines catégories de personnes, ça met les gens un peu à l'écart. Dans les logements sociaux, effectivement, il n'y a pas que des gens miséreux, il y a des gens pas richissimes, mais de petites classes moyennes, effectivement, donc c'est une appréciation, je dirais, erronée. Voilà. Le logement social dans le Var, enfin, Toulon et environ, effectivement, n'est pas tout à fait à la hauteur de ce qui devrait être. Il y a beaucoup de lacunes, c'est difficile d'arriver à faire bouger les gens, malheureusement. Par contre, j'aurais une question à poser par rapport au loyer. Alors, dans le logement social, les loyers, ils sont relativement encadrés. L'encadrement des loyers, on n'en est pas là, mais ils sont relativement, on va dire, raisonnables. Mais quand ce n'est pas du logement social, du logement privé, alors là, ça monte en flèche. Vous pouvez bien vous douter que dans le Var, les débats de la localité, les mêmes. Il y a de l'abus, il peut y avoir aussi des marchands de sommeil, il y en a, etc. Et j'aimerais savoir si, effectivement, pas le montant des loyers, mais enfin non, mais c'est décidé par le préfet, je pense qu'on ne peut pas l'attendre beaucoup, ou par les mairies. Quel est le seuil, effectivement, pas d'encadrement des loyers, mais le taux, effectivement, pour limiter le marché, parce que ça prend des proportions énormes. C'est ça l'encadrement des loyers. Et rareté. L'encadrement des loyers, en fait, c'est justement une décision qui est préfectorale. Le préfet, se basant, je la fais très courte, raccourci, se basant sur les études de l'OLAP, qui détermine le prix moyen, le prix médian pratiqué sur certaines zones. Il y a des découpages qui sont réalisés, que ce soit homogène. Et l'encadrement des loyers, c'est 20% de plus que le prix médian. C'est pour ça que c'est vraiment pas une mesure radicale. À un moment donné, il faut se calmer un peu. Ça permet de quand même continuer à avoir un rendement qui est tout à fait raisonnable. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire, vous avez raison, plus il y a des personnes qui sont en difficulté, plus on a besoin d'encadrer les loyers dans le privé. À Paris, on a 270 000 logements sociaux à peu près, on a plus de 300 000 de logements sociaux. Donc en fait, si on n'agit pas sur le privé, on ne va pas s'en sortir non plus. Donc c'est des mesures qui sont extrêmement importantes. Et sur la ghettoisation, il n'y a pas un conseil de Paris, on n'est pas obligé beaucoup là c'est très... On a envie de recadrer très fortement, la droite, notamment Rachida Dati, qui explique toujours avec des discours insidieux qu'effectivement c'est le mytho, il y a plein d'insécurité, etc. Mais les gens ils croient de moins en moins à Paris et ils sont même en train d'observer un basculement où, avec tous les phénomènes de mental et des coupes, notamment des anciens institutionnels, etc., les gens sont rassurés quand ils savent qu'ils ne vont pas être vendus avec des coupes, mais que c'est Paris Habitat ou la RIVP qui va racheter. Parce que maintenant, on sait aussi la qualité des logements. Parce qu'il y avait des logements numériques, et puis il y a eu les logements depuis qu'on est en responsabilité. Et depuis qu'on est en responsabilité, les logements sociaux, chez nous, ils gagnent des prix en architecture, ils gagnent des prix en réhabilitation énergétique. C'est beau, on fait de la mixité sociale dans les immeubles, c'est-à-dire qu'on ne met pas que du PLAI, on met du PLS, etc. On met de tout.
Chaque étage, chaque appartement est cible des populations différentes pour créer la mixité au sein des immeubles. Résultat, c'est invisible. Les gens souvent disent « Ah, bah cet immeuble, c'est un immeuble géré par la ville et c'est du logement social ». Et ça donne envie du coup, et les Parisiennes et les Parisiens, c'est pour ça aussi qu'on a transmis les mots, ils ont très envie d'aller dans un logement social qui est réalité, de qualité, qui est hyper beau maintenant, c'est du haussmannien, il y a ça. Et alors que dans le parc privé, c'est des trucs mal isolés, voilà, qui coûtent hyper cher. Donc maintenant, à Paris, les gens ils veulent habiter dans le logement social. Guy, tu as demandé la parole. Juste une demande de précision en notre collègue de Marseille. Vous avez parlé tout à l'heure de syndic social et de tiers de confiance pour arrêter la dégradation des petites copropriétés privées. Donc, qui sont ces gens? Comment ça marche? Comment vous les recrutez? Alors, c'est un syndic qu'on a créé à Marseille Habitat. L'objectif, c'est d'avoir justement ce syndic social, de se dire, on a un marché des syndics où on a une vraie problématique sur les syndics et sur leur engagement à faire leur travail dans ces petits immeubles-là. Et on a plein de syndics, d'ailleurs, moi je n'en connais pas à Marseille, qui menacent le copropriétaire en disant si là vous ne faites pas comme on dit, on démissionne, on rend le contrat, et qui exercent une pression qui est quand même assez forte. Et qui n'explique pas forcément aussi au copropriétaire ce qui doit être fait. Qui n'explique pas forcément et qui n'explique pas forcément. Et donc on s'est dit, pour pallier à ce problème-là, alors en effet il peut y avoir l'assurance d'habitation de la ville, on s'est dit on va créer un syndic social, donc de Marseille Habitat, mais qui n'agit pas que dans les immeubles où nous sommes. Hein. L'objectif, c'est d'agir sur ces petits immeubles du centre-ville qui sont en grande difficulté parce que soit le syndic a démissionné, soit ils sont des fois aussi beaucoup de syndics bénévoles qui ne savent pas forcément bien gérer parce qu'ils sont souvent de bonne foi et de bonne volonté, mais qui n'arrivent pas. Et alors là, pour le coup, moi je suis. Alors, moi, évidemment, le syndic de Marseille Habitat n'interviendra jamais chez moi, évidemment, vous en doutez, mais moi je suis en plein dans ce sujet-là, parce qu'il y avait un syndic bénévole qui a géré n'importe comment l'immeuble, et donc, on voit, et c'est pas forcément voilà, c'est ça de la mauvaise foi, c'est pas forcément de la mauvaise volonté, c'est juste qu'à un moment donné, c'est aussi un métier, et que lorsqu'il y a des immeubles qui ont des pathologies, lorsqu'on est sur des immeubles anciens, de faire intervenir les entreprises, de faire des diagnostics, de réparer, et ben, ça prend du temps et il faut s'y atteler. Et donc c'est pour ça que là, alors c'est tout nouveau, hein, parce que on a fini de le créer, et l'objectif c'est d'intervenir sur des arrondissements du centre-ville et qu'on puisse justement récupérer ces immeubles-là qui sont en difficulté avec leur syndic, soit habituel, soit leur syndic bénévole, qui est en train de lâcher. Donc on est vraiment au tout début du projet, mais on a déjà été syndic Marseille Habitat, donc on sait qu'on sait le faire. Et là l'objectif c'est pareil, on n'est pas là pour faire du profit. Donc on sera forcément moins cher que le reste du marché et on va vraiment cibler certains immeubles qui sont en difficulté. Merci. Sylvie. On va passer notre parole. On a demandé à des collectifs, des partis politiques d'intervenir, donc on va passer, et des associations, pardon, et on va donc passer la parole pour l'instant à Sylvie Massionneux, responsable national du logement pour le Parti communiste français. Tu te colles bien au micro. Donc là, on vient de voir vraiment dans les débats qu'on connaît une crise du logement qui est inédite, qui n'est pas nouvelle, qui résulte de politiques austéritaires, mais qui s'est accélérée ces dernières années, et particulièrement depuis l'arrivée au pouvoir de Macron, qui a une véritable volonté de remettre en cause la notion même du logement social à la française, qui est quelque chose qui est absolument unique en Europe, qui est un logement social généraliste, et on l'a dit plusieurs fois, donc 70% de la population française peut prétendre. Cette crise du logement, on l'a aussi malheureusement dans tous les pays. Donc on voit bien que c'est une crise qui est systémique et qu'on doit donc y apporter des réponses fortes. Au PCF, on pense que nous devons faire du logement un droit fondamental. Et on le verra parce que ça a été abordé dans certains dispositifs. La propriété est au cœur de la construction de la République française depuis la Première République. Elle fait partie des droits dits inaliénables, au même titre que la liberté, la sûreté, l'égalité devant la loi et la justice. Elle est consacrée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen comme étant un droit inviolable et sacré. C'est un des principes fondateurs de notre Code civil. Le droit au logement, lui, n'est dans la Constitution que de manière indirecte. Les juges la déduisent certes de la Constitution d'octobre 1946, mais il ne s'agit pas d'une reconnaissance explicite. Pourquoi c'est important? Et on l'a vu ce soir. Parce qu'aujourd'hui, la législation en France, pour faire avancer le logement, se confronte systématiquement au caractère presque intouchable du droit de propriété.
Et parce que le droit de propriété est aussi au-dessus de tous les autres, que l'on peine à encadrer les loyers, on vient de le voir, à sanctionner les propriétaires qui logent des familles dans des conditions indignes, on l'a vu par exemple avec le drame de la rue d'Aubagne, à sanctionner les propriétaires qui logent des familles dans des conditions indignes, et que l'on met, et l'exemple de Marseille est intéressant, et que l'on met des années, voire des décennies, à régler le problème des copropriétés dégradés et de l'habitat indigne, à réquisitionner des logements quand ils sont vacants et qu'il y a un besoin. Si le fait ou non d'avoir un logement conditionne quasiment tous les droits fondamentaux accordés à tous citoyens et tous résidents, nous pensons que le droit au logement doit être également reconnu comme un droit fondamental et que toutes les initiatives politiques prises pour le faire respecter ne doivent pas systématiquement être contrecarrées. Le logement doit donc être reconnu comme une garantie primordiale accordée à toute résidente et tout résident sur le territoire français. Une des conditions de la reconnaissance de cette garantie, c'est son inscription dans la Constitution. Et si l'on estime que le droit au logement est une garantie pour avoir une existence décente accordée à tout être humain, nous devons avoir un service public national et décentralisé du logement, de l'habitat et de la ville, s'appuyant sur 3 pôles publics, la construction, le foncier et un pôle financier public capable de répondre aux enjeux qui lui sont posés et qui pourra se décliner en service public du logement au niveau municipal, et ça a été abordé plusieurs fois. Je citerai juste quelques exemples sur le plan local et comment on peut décliner une politique nationale. C'est évidemment d'avoir un plan de construction de logements sociaux où tout le monde doit prendre sa place, et ça a été évoqué plusieurs fois. Et ça va nous parler dans le Var, où il y a un petit jeu dans le Var qui est évidemment de ne pas respecter la loi SRU, cette fameuse loi SRU qui a été faite par un ministre communiste des Sceaux, qui devait partout y avoir 25% de logements sociaux. Évidemment, dans le Var, c'est un grand jeu de ne pas le respecter. On préfère payer des amendes faramineuses. On a même un président du conseil départemental qui, un jour, il y a à peu près 1 an, a déclaré dans Var Matin la loi SRU, pour moi, ça sera toujours non. On voit donc le respect de la loi de ces édiles. Donc nous souhaitons imposer dans les PLHU et dans les PLHS 35% de logements sociaux dans les programmes de construction neuve dans les villes carencées, justement pour essayer de rattraper le retard. Et on pense aussi qu'il faut un plan spécifique pour les agents communaux. Pourquoi? Parce que les salariés, et on reviendra après, peuvent bénéficier de ce qu'on appelle le 1% logement, enfin moins ce qu'il en reste. Par contre, pour les agents communaux, il n'y a absolument rien qui est prévu. Donc on a des gens qui travaillent pour le bien public et qui sont des fois, vu les prix qu'il y a dans nos communes, ils sont obligés de se loger à 50 ou 60 km du lieu où ils travaillent. Il faut évidemment qu'il y ait un soutien aux organismes HLM qui sont aujourd'hui attaqués de toutes parts par le gouvernement pour la construction de logements. Et donc là, les communes, elles ont un rôle à jouer. Alors il est évident, comme le disait Barbara, quand on est la ville de Paris, c'est plus facile de le faire que quand on est une petite commune comme dans le Pays Basque. Mais quand même, il y a des subventions pour compenser la surcharge foncière. On peut donner des garanties d'emprunt. Et là aussi, dans le Var, il y a un certain nombre de communes qui refusent de donner des garanties d'emprunt à des bailleurs. La programmation de logements qui correspondent réellement aux besoins constatés par les demandeurs de logements, aussi bien en termes de taille que de profil, et ça a été dit aussi. Je ne reviendrai pas sur toutes les créations d'outils qui permettent une maîtrise collective du foncier. Barbara l'a largement détaillé. Sur le travail aussi pour un plan de rénovation thermique des immeubles, ça a été abordé par notre collègue du Pays Basque, dans le parc privé comme dans le logement social, et évidemment la lutte contre le logement indigne avec un soutien renforcé de l'État. On sait aujourd'hui les attaques qu'il y a pour la prime Rénov qui a été stoppée, enfin c'est un petit jeu de stop and go, ça reprend et on espère que ça va redémarrer. Il y a une nécessité aussi dans les communes de créer des logements inclusifs qui répondent réellement aux réalités, aux besoins des habitantes et des habitants du territoire. Et vous, par exemple, sur Toulon, ça peut être des résidentes étudiantes, des foyers de jeunes travailleurs, parce qu'aujourd'hui, les jeunes travailleurs ont énormément de mal de décohabiter, les salaires étant extrêmement bas et les loyers extrêmement élevés, ils restent jusqu'à des âges avancés chez leurs parents. Sur les jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance, sur les saisonniers, et évidemment sur les femmes victimes de violences, là aussi, il y a un besoin qui est extrêmement important. Et que les communes ont un rôle important à jouer là-dedans. Par une nouvelle manière, et ça a été dit aussi sur Marseille, une nouvelle manière de retravailler le renouvellement urbain, en s'opposant, et je crois que c'est une demande qui est forte des amicales de locataires, de la destruction systématique du logement social dans cette période de pénurie. Et si on est obligé de démolir, il faut au moins qu'on arrive à déconstruire dans le même nombre.
Il y a évidemment l'accompagnement du vieillissement de la population avec la construction de logements publics pour aussi les seniors et les EHPAD. Et évidemment, l'accession populaire et abordable, le bail privé et le BRS. Et travailler, mais ça je laisserai mon collègue en parler, le travail de prévention sur les expulsions locatives. Merci. Sylvie. Merci Sylvie. Je vous demande la parole. Merci. On va reprendre des échanges. Avant de... Vas-y. Avant de proposer les solutions que vous avez évoquées pour répondre à des problèmes bien spécifiques et très nombreux, est-ce qu'on pourrait imaginer d'avoir une réflexion en amont de façon à réfléchir sur les biocapacités au sens large du territoire ou de la commune concernée, afin d'adapter la population admissible sur ses propres territoires. Ça remet beaucoup de choses en cause. Mais si on fait ça, on peut éventuellement ensuite adapter ces mesures à travers le PLU ou toute autre sorte de document d'urbanisme, de façon à limiter l'étalement urbain dans les communes limitrophes des grandes agglomérations, de réserver une part importante justement à l'agriculture, et puis de limiter notamment le nombre de nouvelles résidences neuves, et a fortiori les résidences secondaires pourraient être même bannies de certains territoires, s'ils ne répondent plus à cette biocapacité du territoire. Ça permettrait de mettre en œuvre une boucle de rétroaction régulatrice qui permettrait d'éviter d'augmenter la problématique à l'avenir. Merci. Est-ce qu'il y a ces réflexions? Oui. Je vais bien répondre. Alors, là, très clairement, les territoires sont très différents les uns des autres. Je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'on le dit souvent, et là, Marseille le répète souvent. Marseille, c'est 2 fois et demi Paris en surface. C'est une ville qui est en superficie, c'est une ville qui est très étendue. On a une. Bien sûr qu'on est sur cette logique-là de ne pas faire d'étalement urbain, de plutôt construire en hauteur, parce qu'à un moment donné, il va falloir aussi, on a cette problématique de loger aussi les personnes, et c'est ça aussi qui est très important, c'est-à-dire que si on arrête de construire, on arrête aussi de loger. Et nous, c'est la problématique qu'on a, on a vraiment des demandes très importantes de logements sociaux, mais aussi de logements libres, de logements dans un parc privé, et on a besoin de construire. Je voulais aussi juste revenir sur ce qui a été dit avec les communes limitrophes. Pareil, on a des situations qui sont souvent, des géographies qui sont très différentes. Nous, les communes limitrophes ne veulent pas construire de logement social. Nous, on respecte SRU, parce que SRU, j'estime que c'est notre loi à gauche. C'est vraiment une loi de mixité sociale et d'effort de tout le monde et de solidarité, parce que c'est son nom. Mais nous, les communes autour de Marseille, ne veulent pas faire SRU, parce qu'ils se disent, on concentre les misères à Marseille, et puis nous, on reste, exactement, on est entre soi, surtout on ne construit pas de logement social, et on ne construit pas de logement tout court. Et ça, c'est aussi la problématique, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir à comment on trouve un chemin entre, évidemment, voir les conditions en matière d'étalement urbain et bien sûr de garder la pleine terre. On a toute cette réflexion-là sur le ZAD et sur cette logique-là, mais il va falloir aussi traiter l'humain et on ne peut pas opposer les deux. Il va falloir avoir aussi plus de logements. Donc c'est comment on articule ces injonctions un petit peu contradictoires, mais comment on trouve le chemin pour loger mieux les personnes, parce que là actuellement, et nous on le voit à Marseille, j'ai pas parlé, parce que j'ai pas trop parlé de logement social, c'est vrai, on a un petit bailleur, on a 3000 logements, et moi les demandes de logements sociaux c'est que les familles. Et moi ce que je vois arriver dans mes commissions d'attribution des logements, c'est des familles qui sont de 5, 7 personnes, qui des fois habitent dans des T2, des T3. Et là, on a un vrai problème, nous, à Marseille, de grands logements, parce qu'on a des grandes familles. Et là aussi, on se dit qu'il va falloir aussi construire des grands logements. Et c'est pour ça que je parlais des typologies familiales sur l'ancien immeuble de Coco et Athènes. C'est que, bien sûr, on a quelque chose de très quali niveau architectural et niveau circulation d'air, niveau isolation, évidemment.
mais on va aussi faire des grandes typologies pour correspondre aux besoins du territoire. Donc je crois qu'il faut qu'on trouve un équilibre entre les besoins du territoire et en effet de particulier encore plus pour créer d'autres problèmes climatiques qu'on connaît bien. Oui. Excusez-moi, vous voulez répondre? Vraiment, juste je rejoins ce que tu as dit là-dessus et peut-être pour répondre à Sylvie, je rejoins bien évidemment la question de la constitutionnalisation du logement, je pense que c'est un impératif, mais je pense qu'il faut aller plus loin encore parce que le droit de propriété est protégé par plein de dispositifs et donc pour réussir juridiquement à faire la balance, il faudrait qu'il soit intégré à de nombreux traités et chartes européennes parce que sinon on ne s'en sortira pas. Et d'ailleurs les juges ils sont de plus en plus sensibles. Notre réglementation du changement d'usage, elle a été validée par le juge, parce qu'on l'a à peine mentionné, mais les plateformes de meublés touristiques, etc., si on ne leur fait pas des clés de bras juridiques, elles n'acceptent jamais d'appliquer les moindres règles, donc on est allé jusqu'à la justice. Et on nous a dit, bah oui, vous avez le droit de limiter finalement le droit de propriété, parce que votre situation de tension, elle est tellement folle que votre règlement de changement d'usage avec un peu de compensation, c'est proportionné. Et aujourd'hui, il y a même, pour la première fois, et alors c'est pas une compétence européenne, pour la première fois, on a un commissaire au logement. Et pourquoi? Parce que c'est la crise, et parce que en fait, les gens qui n'ont pas de toit sur la tête, ils sont pas contents. Et les gens qui sont pas contents et en colère et qui pètent les plombs, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils votent extrême droite. Et c'est le Portugal, là, tout le monde est hyper choqué, mon Dieu, en fait, les Portugais, ils en peuvent plus, ils peuvent plus vivre dans leur ville. Tout a augmenté, ils ont plein d'expats, parce que quand on est riche et qu'on migre, on n'est pas des immigrés, on est des expatriés. Donc il y a plein d'expats qui disent ah super, des domiciles pas chers. Derrière, ça a explosé les prix. On a des prix qui sont comparables à ceux de la France, alors que le SMIC il doit être à, je sais pas, 700 €. Enfin, c'est du délire. Donc évidemment, les gens ils pètent les plombs, évidemment que ça va être extrême droite. Donc l'Europe commence à flipper aussi, parce qu'il y a un enjeu démocratique derrière la question du logement. Et sur les agents, bien sûr qu'il faut faire quelque chose. Moi, toutes les semaines en commission de destination des logements sociaux, j'ai des agents qui dorment dans les voitures, toutes les semaines j'en ai. Toutes les semaines, les éboueurs en particulier. Les assistantes de péricultrices qui habitent à 3 heures de route du logement. En fait, c'est ça, les situations à laquelle on est confronté. Et un des principaux problèmes, c'est les violences faites aux femmes, par exemple. Si on avait lutté contre ce satané patriarcat et les violences faites aux femmes, on n'aurait pas, moi j'ai une demi-douzaine par commission de conciliation de femmes qu'on doit héberger d'urgence. Parce que, et c'est pas juste elles ont fait un signalement, c'est des dossiers comme ça où en gros le mec il sait où elles habitent et il l'attend au bas de chez elle. Donc nous on doit les reloger. Donc en fait c'est un problème systémique, sociétal, et ça revient d'ailleurs à la question que je faisais aussi. En fait c'est tout ça, là, tout ce que vous avez dit, c'est impératif. Mais s'il n'y a pas de décentralisation et qu'on ne remet pas un peu en question nos modes de vie, ça va être compliqué. Merci. En parlant des accueils des femmes violentées, vous revenez un peu une de mes préoccupations, c'est-à-dire que avant d'avoir pu accéder à un logement, on peut se retrouver SDF. Et nos villes sont de plus en plus envahies, enfin en tout cas moi à Toulon c'est ce que je constate. J'habite dans le quartier de la gare, je crois qu'on peut aller n'importe où, on voit de plus en plus de gens allongés par terre, dans la Manche, etc. Et pas seulement des étrangers, entre guillemets. Donc moi je ne sais pas comment fonctionne le 115, et je sais qu'il est toujours débordé. Si on ne téléphone pas à la première heure et encore, on n'a rien. Et il ne se passe pas forcément d'ailleurs des choses bien sympathiques dans les locaux du 115, où il y a des vols, de la circulation de drogue, etc. Enfin, c'est ce que j'entends dire. Alors la question, c'est est-ce que ça dépend en partie des municipalités? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on prévoit? Merci. Alors, oui, ça dépend aussi des municipalités. Enfin, alors là, je ne vais pas parler à la place de l'adjointe aux affaires sociales qui voudrait garder le mot, mais oui, ça dépend de la volonté politique. Et je sais qu'elle se bat avec le 115, avec le SAO, pour avoir plus de places d'hébergement d'urgence, c'est aussi de l'État, hein, on va se le dire.
La question, exactement, parce que c'est sa compétence. La question, c'est aussi comment on fait. Alors, c'est pour ça que je voulais peut-être un petit peu rebondir. Alors, sur les violences faites aux femmes, oui, très clairement. Enfin, moi, je sais que sur Marseille Habitat, sur le bailleur, c'est une des conditions qui, on va dire, devient une priorité lorsque on examine plusieurs dossiers d'une personne qui est victime de violence par son conjoint ou ex-conjoint. Son dossier devient prioritaire sur l'attribution d'un logement, très clairement. Parce que voilà, et c'est ça je crois que les communes féministes et de gauche le font à chaque fois, parce que très clairement on est dans des situations où les personnes ne peuvent pas attendre, on est dans une situation de danger et on ne va pas avoir des femmes avec enfants qui se retrouvent en foyer, ça peut arriver malheureusement, mais on essaie absolument de les sortir de là parce qu'on est dans des situations qui ne sont pas possibles. Ensuite, on essaie aussi de faire, parce qu'il y a aussi la question sur ces centres d'hébergement, comment on peut les faire, comment on peut les intégrer aussi à la ville pour que ça ne devienne pas d'un coup quelque chose qui soit trop crispant aussi sur le voisinage. Je sais que par exemple un collègue avait eu une problématique sur les douches municipales, qui donc à un moment donné on avait des voisins qui avaient très peur des douches municipales, donc au final ça s'est très bien passé, parce qu'on a très bien intégré. Et là, sur le projet dont je parlais de Cocobatel, du futur Cocobatel, il y a aussi un centre d'hébergement. Nous, en plus, on rajoute un accueil de jour pour femmes et on va mixer tout ça avec des logements sociaux, avec des associations, avec une cantine sociale, avec aussi une cité de la musique qui est juste à côté, pour l'intégrer au quartier et en fait donner aussi de la dignité à cet hébergement et à cet accueil de jour et à ces logements sociaux. L'objectif est de vivre ensemble. Et je crois que c'est ça qu'on doit coudre dans nos villes, c'est de faire en sorte que les habitantes et habitants vivent tous ensemble, qu'on soit hébergés, qu'on soit dans un logement social, qu'on soit dans un logement privé, et de faire en sorte que cette mixité fonctionne. Et je crois qu'avec la volonté, on peut le faire fonctionner. Merci André. Bon, André. L'autre, c'est André qui veut absolument prendre la parole, mais d'abord Marie-Lou. Depuis le temps que tu la demandes. Merci. Juste une seule chose. Il y a aussi un autre élément, certes, je n'ajoute absolument rien à tout ce que tu as dit. Juste une chose, n'oublions pas que la raison aussi pour laquelle il y a autant de personnes dans les rues qui en plus sont parfois font peur, parce qu'elles sont manifestement pas très bien et au-delà des politiques sociales qui sont largement sous-financées par l'État, donc c'est encore une fois les collectivités qui doivent financer, j'ai pas l'exemple parisien mais j'y reviendrai pas parce qu'il faut accélérer. C'est la santé mentale. Comme en fait on ne finance pas l'hôpital public, la santé publique, on a aujourd'hui des gens qui sont en errance, qui sont dangereux pour eux-mêmes, qui sont dangereux pour les autres. Ça crée des faits divers. La plupart de ces faits divers, ce sont des gens qui sont en errance parce qu'aujourd'hui, même à l'hôpital Sainte-Anne, on est obligé de fermer par exemple au mois d'août parce qu'il n'y a pas assez de soignants. Et donc il y a des gens qui ne sont pas traités et qui sont laissés comme ça sans suivi. Et c'est un crime à l'égard de ces personnes-là, mais aussi à l'égard des conséquences. Parce que quand ils sont en crise et que c'est dans l'espace public et que vous risquez de subir les conséquences de cette crise, ben en fait, la responsabilité elle est de l'État. Merci. Marie-Lou, si tu as la gentillesse de te lever. Oui, si tu veux. Merci. Alors bonjour, moi ma question, elle vient de ce que vous avez dit. En fait, je suis enseignante, j'ai des élèves qui vont être étudiants bientôt. J'ai moi-même des enfants qui ont été étudiants, qui sont étudiants à Marseille, Paris, Aix. Et il y a une vraie question, il y a une vraie oubliée, je pense, de l'habitat abordable et de l'habitat social, qui sont les étudiants. Hein. On loue des choses, alors je ne vais pas dire au moins dégradées, près de la rue d'Aubagne ou ailleurs. On loue des choses aussi à Paris. Moi, j'ai des étudiants qui ne partiront pas de Toulon parce qu'ils n'ont pas les moyens de se loger ailleurs. Hein. Tous les ans, certains finalement limitent leur choix parce que les parents ne peuvent pas payer. Donc je crois que c'est un vrai problème et je pense que c'est pas forcément géré, me semble-t-il, par les communes. Et je pense qu'il y a un vrai besoin dans ce domaine. Merci. Merci. Alors ça c'est un sujet, merci infiniment pour cette question parce que c'est vraiment un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je suis enseignante chercheuse moi-même, donc en fait les étudiants, moi je me souviens à l'époque, je suis à Avignon maintenant, je suis à Paris, j'enseigne à Avignon. À l'époque où j'enseignais dans le nord de la France, à l'Université Polytechnique de France,
pendant le Covid, on a dû gérer des étudiants qui n'avaient pas assez de revenus pour manger parce qu'en fait, ils n'avaient plus de revenus tout court, il y a des crises sociales pas possibles, et maintenant que la situation est censée revenir à la normale, on a une crise du logement qui explose et c'est eux qui en s'en prennent plein la poire en premier lieu. L'encadrement des loyers, ça fonctionne vachement bien pour eux en priorité, parce que 80% des déplacements que nous on constate, c'est sur des T1 et des T2. Donc, le public cible, c'est les publics les plus fragiles et en particulier les étudiants. Et d'ailleurs, j'ai organisé avec ma collègue Marie-Christine Marguerite, qui est à la vie étudiante, un tour des universités où on va parler des droits au logement aux étudiants et tout ce qu'on peut faire pour les aider. Et dès qu'on parle d'encadrement des loyers, on a un petit QR code pour qu'ils aillent directement sur la plateforme. Et tout de suite, on a été, ils sortent tous, parce qu'ils veulent tous vérifier l'encadrement. Donc ça, c'est une mesure, c'est pour ça que j'ai dû faire la prévention dans les universités, parce que c'est une mesure qui les touche en premier lieu, clairement. C'est des destins d'interdits, en fait. C'est des gens qui pourraient faire les études qu'ils veulent et qui seront obligés de rester chez eux et de renoncer à des études. Et nous, on a aussi créé à Paris beaucoup de logements sociaux étudiants, avec le Crous. Tout d'ailleurs, notre spécifique, c'est avec le Crous, parce qu'on ne veut pas justement qu'il se fasse avoir sur les prix. On a créé, on est passé de moins de 13% à aujourd'hui bientôt 19% de notre production de logements sociaux, c'est des logements étudiants. Donc là, on est à 17%. Et ça, c'est une vraie volonté politique. Il y a tout un immeuble là qu'on a créé un logement social et on pense toujours que ce sont des immeubles de qualité insérés dans un habitat. Tu le disais tout à l'heure, il faut insérer en fait les populations spécifiques dans les quartiers et ça, pour le coup, ça change vraiment la vie des étudiants avec plein d'autres choses qu'on a faites. Dans le 16e aussi. Le 16e, on essaie de mettre les logements sociaux. Il nous reste 6 minutes. On va prendre 3 interventions de 1 minute chacune avant de laisser Magali conclure ce débat. Oui, à toi, 1 minute. Non, pas 1 minute. Et tu parles dans le micro à fond. Hein. Alors, merci de m'avoir invité. J'interviens à double titre, en tant que responsable d'une association d'usagers locataires et aussi en tant qu'un des animateurs d'un collectif départemental pour le logement, réunissant des associations et des syndicats. Donc, je vais y revenir. Je voudrais bien sûr évoquer, on m'a demandé de couper, j'ai coupé beaucoup, hein, mais je voulais quand même soulever quelques dossiers, quelques chantiers qui vont être à suivre dans les années à venir par les collectivités. Bien sûr, l'office d'HLM de Toulon, il y a du boulot. L'actualité nous amène à surveiller les charges locatives très élevées. On rencontre l'office tantôt là-dessus. Avec une question sur l'enjeu d'imposer des relations normales de respect des locataires dans le fonctionnement de l'office. Rappeler l'enjeu d'une relation de proximité. L'office de Toulon est pointé car il ne respecte pas le décret gardien, par exemple. C'est-à-dire qu'on a moins de gardiens que les textes ne le demandent. Cette situation est anormale, d'autant que l'office a des moyens financiers importants, au point que nous étions intervenus auprès du préfet pour qu'il y ait une aide à la rénovation des logements vacants. Il nous a dit pas question, il a en gros un budget d'une année d'avance. Et donc c'est pourquoi nous intervenons pour demander plus d'entretien par l'office de son patrimoine. Ensuite, le débat général sur le logement, beaucoup de choses a été dit. Sur la loi SRU, c'est une grande hypocrisie. On a une étude de l'INSEE qui portait sur les années 2010-2020 en PACA. Je vous cite juste un petit truc. Le nombre de logements augmente plus vite que la population en PACA et connaît un processus d'étalement urbain. Il se crée plus de logements que d'arrivée de population. Ça veut bien dire qu'il y a d'autres choix qui sont faits, en particulier la résidence secondaire. Voilà, bon. Et qu'au passage, on gaspille les sols. Donc, je reviens sur le collectif départemental. On a rencontré récemment le préfet. Les thèmes qu'on a abordés, c'est l'amélioration du suivi des populations fragiles. Il faut que les bailleurs suivent de près les situations d'impayés et aident les familles pour éviter d'aller vers des expulsions, ce qui est toujours un échec. Il faut aussi que l'ensemble des dispositifs de soutien aux populations exclues soient revendus, les accueils de jour, etc. Le deuxième thème, c'était sur Airbnb. Ce qui est intéressant, c'est que le préfet vient d'intervenir auprès des maires. Il nous a donné copie de son courrier. C'est un dossier à suivre. Donc.
Le troisième point sur l'application de la loi SRU, ça a été dit, dans ce département où le sport est de refuser la loi, on a demandé que l'État soit ferme. Et on lui a demandé, parce que l'État, dans ce département, comme beaucoup d'autres, mais enfin, dans ce département particulièrement, est un très important propriétaire foncier. Et donc il doit aider à dégager les surfaces à construire. Ce qui est intéressant, c'est que le préfet nous a donné un accord de principe pour que nous ayons les conclusions d'un recensement foncier qu'il est en train de conduire. Donc voilà, ce sera à partager. Et puis 2026, un point d'attention, en 2026, nous avons la concordance de 2 points. Les contrats de mixité sociale qui ont été signés par la préfecture, 12 contrats dans le Var, arrivent à la fin. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ils vont être renouvelés? Là, c'est une question qu'on a posée. Et on est aussi en fin de période triennale SRU, un bilan doit être fait, là aussi. Pour quelle suite? Ce sont des questions importantes qui sont à poser. Enfin, un des points qu'on a abordé avec lui, et c'est quand même, je ne sais pas si vous le savez, nous avons la particularité de vivre dans une métropole dont le PLH, le programme local de l'habitat, a fait l'objet par l'État il y a 2 mois d'un avis défavorable pour insuffisance des perspectives de réalisation pour répondre aux besoins. Donc là aussi, on a dit au préfet, bon, vous avez donné un avis défavorable, et après, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, c'est un dossier qui sera sans doute à suivre de près. Voilà, quelques idées sur les chantiers à suivre. Eh ben bravo, merci. Père, tu voulais prendre la parole. 1 minute pareil. Ah non, non, non. Ah non, t'as 40 secondes, toi. Le temps est la même, le blanc pour tous. Non, rapidement. Chez nous, nous avons un problème essentiel qui est l'appellation foncière. On a parlé du problème immobilier, on a le problème de l'appellation foncière, les deux étant liés. Quand on vient tous les terres agricoles chez nous, c'est essentiellement pour construire. Or, ça a été dit par le monsieur devant, quand on construit chez nous, ce n'est pas pour se loger à l'année, mais c'est bien souvent pour des résidences secondaires. On est confronté à un problème à Toulon. Moi, je considère que c'est un problème qui est les zones à densifier. Toulon, à la base, ce sont des petits villages. On a agrégé à Toulon, j'habite à Brunet, pour ceux qui connaissent. C'est une zone mixte avec des immeubles, mais aussi des zones pavillonnaires qui ont un siècle et demi. Zone à densifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire, à chaque fois qu'il y a une maison à la vente, il y a une prédation. Il y a une prédation immobilière, un promoteur immobilier qui casse la maison et pour construire des tours. Quand on connaît les statistiques, c'était dit brièvement par Magali, 1 logement sur 4 dans le Var, c'est une résidence secondaire. TPM, entre les résidences secondaires et les logements vacants, c'est près de 20%. Est-ce qu'il est possible, quand on est maire, de pouvoir vérifier la finalité d'un logement quand un permis de construire est déposé? Merci Père. Ce que je propose, c'est que Philippe qui intervienne, et puis après vous répondez, et Magali qui nous fera la parole. C'est bon? Alors, est-ce que vous voulez répondre à Père? Et sinon, Magali, tu nous fais une magnifique conclusion. En 30 secondes, il est possible désormais, grâce à la loi Nader-Lemer-Chamise, de faire des servitudes principales et de réserver certaines zones à l'habitation, et donc pas de résidence secondaire. Merci à tous, merci de votre patience. Avant de continuer les discussions de manière plus conviviale, un mot de conclusion. Un mot d'abord, parce que grâce à vous, nous avons une confirmation ce soir, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses sur le logement, sur tous les types de logements et tous les problèmes de logement, et que si les choses ne sont pas faites à Toulon, c'est bien par une volonté politique. Et donc, il faut que, face à cela, nous, à Toulon en commun, nous proposions un projet politique qui s'adresse à tous, qui parle du logement pour tous et qui mobilise tous les dispositifs parce que, nous l'avons vu, ils sont nombreux et ils nous permettent d'agir dans toutes les directions. On est face à une majorité municipale qui est frileuse, qui se marque par une volonté politique, notamment de non-respect de la loi, on l'a dit tout à l'heure, ATPM en particulier, et par une politique de logement qui se satisfait de l'immobilisme et
de la ghettoisation. C'est cela qui se passe à Toulon. Et face à cela, on l'a vu, de nombreuses solutions, de nombreux leviers sont permis. Vous nous avez montré tout ce que l'on peut rêver d'avoir à Toulon. Une stratégie tous azimuts avec tous les dispositifs mis en place. Faciliter la vie des locataires et de toutes les manières possibles et faciliter et penser à leur porte-monnaie. Agir sur la coordination des acteurs, que ce soit le préfet, l'État, la police, l'ARS, le CROUS, tous ces partenaires, on doit pouvoir les mobiliser pour agir et finalement agir sur tous les sujets en même temps, parce que agir sur le logement, c'est renforcer la sécurité, c'est penser à l'écologie, c'est penser aux services publics et aux petits commerces. On va travailler sur ces sujets. Nous nous revoyons en assemblée le 24 juin prochain, la semaine prochaine. Prochaine assemblée Toulon en commun le 24 juin prochain. Bien sûr, il faudra que nous parlions du logement, il faudra qu'il y ait un groupe de travail qui réfléchisse sur ces questions de logement. Grâce à vous, nous avons un corpus très large, beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons puiser. Je vous invite tous, le 24 juin prochain, à nous rejoindre et à réfléchir avec nous sur ces questions de logement. Merci à tous. Alors, bravo. Le 24 juin, l'Assemblée populaire de Toulon en commun, ce sera Salle-Méditerranée. C'est pas très loin d'ici, vous savez où c'est, je suppose. Merci Magali pour cette brillante conclusion. Merci Audrey, merci Barbara et Pierre qui remerciera Nicolas pour nous. Et maintenant, bien entendu, vous restez boire un verre avec nous, mais n'oubliez pas avant de partir la petite cagnotte de notre ami Christian. Il a besoin de vous. Merci à vous, bravo.